Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturales. Intersanskritic Ascharya. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode interview de Surprise interculturelle. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre tout aussi gourmande que multiculturelle. J'enregistre dans le magnifique restaurant Cascajal à Bogota, en Colombie. Vous vous demandez peut-être pourquoi ici, ou alors vous êtes malin et vous avez déjà deviné. Parce que je vais vous faire rencontrer son chef et propriétaire, Andrés Fernández León. Bonjour Andrés. Bonjour Charlotte. Alors j'aime pas trop présenter moi-même mes invités. J'aime pas en fait choisir de mettre mes propres mots sur le parcours des gens. Donc j'aimerais bien que tu te présentes si tu veux bien, que tu nous parles de toi avec tes propres mots. Bon, alors moi c'est très simple. Moi je suis franco-colombien. Ma mère est colombienne, elle est du sud du pays, de Pasto. Et moi je suis né en France. Je suis né en France, donc ma mère est venue en France pour faire ses études. Elle a rencontré mon père et du coup elle est jamais revenue en Colombie. Enfin, pour vivre du moins. Et du coup, je suis né en France en 1990, à Paris exactement. J'ai fait toute mon enfance en France, dans la vallée de Chevreuse exactement, dans le 78. Et à mes 16 ans, je décide d'aller sur le chemin de la cuisine. Je rentre à Ferrandi, une prestigieuse école à Paris. Et là, j'étudie 4 ans. Après, je décide de faire ma carrière en tant que cuisinier. La cuisine, à la base, c'était pas ce que je voulais faire. C'était un peu un hasard. Et au final, je pense que c'est un bel hasard. Mais du coup, je commence ma carrière au Crayères avec Philippe Mille, un jeune chef à l'époque où il prenait sa première place de chef. Philippe Mille, c'était le sous-chef de Yali Canelo, Meurice. Il venait de faire le Bocuse d'Or où il a fini 3e. Et donc, j'ai décidé de le suivre. C'était un challenge parce que c'était un restaurant qui n'avait plus d'étoiles. Ça s'appelle le Château des Crayères, qui était un restaurant emblématique de la région de Reims, qui pendant beaucoup d'années a eu 3 étoiles. Et les propriétaires ont décidé de trouver un nouveau chef. Et c'était Philippe Mille. Donc du coup, l'objectif c'était de gagner les étoiles. Et c'est une chose qu'on a réussi au bout de 2 ans. On a récupéré les 2 étoiles en 2 ans. Et c'était une expérience incroyable. Après, j'ai décidé de revenir à Paris et travailler avec Alain Ducasse. J'ai embauché au restaurant La Serre. Le chef, c'était Christophe Moret. On avait 2 étoiles. Donc là, pareil, j'ai appris énormément. C'était très difficile. Mais j'ai appris ce qui est aujourd'hui un peu l'essence de ma cuisine. Les fonds, les sauces, les jus. Pour moi, c'était quelque chose d'incroyable d'être dans ce genre de restaurant-là. Après, j'ai voulu vite sortir du pays. J'avais une soif de voyager. Ma mère avait cette maladie un peu de voyager. Le travel bug, on dit en anglais. Exactement. Enfin, c'est ma mère m'a transmis ça. D'ailleurs, en ce moment, elle est en Chine. Ah oui, ok, d'accord. Elle est en Chine, elle a 70 ans, elle est partie toute seule en Chine. Donc, elle m'avait transmis ça dès petit. Donc, du coup, j'ai voulu me challenger et que mieux que le Japon. Le Japon, Direct. Bam. Le Japon, oui, parce que Tokyo, c'était la ville la plus étoilée au monde. Enfin, ça l'est toujours. Donc, Alors attends, juste pour mieux comprendre, les étoiles, c'est le restaurant qui a les étoiles ou c'est le chef? Alors, c'est le chef qui a le restaurant dans l'étoile. Mais si le chef part, en fait, vu que le guide Michelin arrive, c'est tous les ans. Mhm. En général, c'est février-mars. En gros, si moi je suis chef dans un restaurant 1 étoile et je pars en milieu de l'année, le chef qui va me remplacer, s'il est au niveau, il peut conserver l'étoile. Ok.
Mais ça veut dire que moi aussi, si je vais dans un autre restaurant et que j'avais une étoile avant et que j'ai le même niveau que dans le restaurant antérieur, je peux récupérer l'étoile. Ok. Mais voilà, encore une fois, en général, quand il y a un changement de chef, il y a souvent la perte de l'étoile. Pas tout le temps, hein, encore une fois. Enfin, si le chef, si tu avais un chef 2 étoiles qui part et tu recrutes un chef qui avait des étoiles avant, Oui. en général, Ça enfin, passe. voilà, ça dépend. Ça dépend, mais il y a toujours cette rénovation tous les ans. Donc, au final, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de restaurants, quand ils sentent que le chef va partir, il faut en sorte que le chef parte juste après le mois de mars pour avoir le temps de retrouver un chef qui n'ait pas eu une année sans étoile. Donc, Ok. c'est un peu stratégique à la Ouais. fin. Donc, Et du coup, au Japon, tu dis qu'il y a beaucoup d'étoiles. C'est c'est culturel? Enfin, c'est parce qu'il y a une recherche d'un certain standing? C'est parce que, enfin, qu'est-ce qui fait que... Je pense que la culture de la nourriture à Japon, c'est quelque chose de très fort. Enfin, en France, on a une grosse culture de la nourriture. En Italie, en Espagne. Mais au Japon, c'est quelque chose d'encore plus traditionnel. C'est ancré en eux. La nourriture, enfin, les Japonais ne cuisinent jamais chez eux. Enfin, C'est vrai? ils ne cuisinent pas. Enfin, à Tokyo, vu que les appartements sont très petits, vu que le loyer est très cher, enfin, le Japonais, c'est quelqu'un qui est pas casanier du tout. Enfin, le Japonais est tout le temps dehors. Enfin, à Tokyo, tu peux manger dans des très bons restaurants à 2h, 3h du matin, un lundi soir. Eh oui. Donc, il y a pas de... euh, la nourriture au Japon, c'est très important. Il n'y a pas un restaurant qui soit pas bon ou un restaurant pour touristes. Au Japon, s'il y a un restaurant qui est ouvert, c'est très bon. Tu peux aller dans un petit village paumé, et il va y avoir un restaurant et tu vas manger un ramen incroyable, des gyoza que tu n'as jamais mangé ailleurs. Et au final, au Japon, c'est quelque chose que, en tant que cuisinier, je pense que c'est un must d'aller au Japon. Si tu es cuisinier, aller au Japon, voilà, c'est quelque chose qu'il faut, et c'est un pays qu'il faut connaître. J'ai presque l'impression que c'est un pays artistique de manière générale. Tu sais, quand on parle des arts martiaux, là, la manière dont tu parles de la cuisine, on a l'impression que c'est l'art culinaire. Enfin, tu sais, on a l'impression qu'il y a une sorte de recherche je sais pas, d'aboutissement, si c'est de Il y a, perfection, si c'est, je il y a sais pas. vraiment, enfin, le côté tradition au Japon. Enfin, on l'a en France, mais au Japon, c'est encore. Enfin, au Japon, les gens s'habillent encore de manière traditionnelle. Pas tout le monde, mais quand tu vas dans les petits villages où tu vas voir quelqu'un en train de faire la sauce soja, c'est fait de manière traditionnelle. Enfin, Ouais. c'est pas. Enfin, il y en a qui le font forcément de manière moderne, mais il y a des maisons qui existent depuis plus de 1000 ans et ils font la sauce soja depuis plus de 1000 ans. Donc au final, il y a ce savoir-faire et ce respect de la tradition. Les Japonais, enfin, ils ont dans la façon dont ils mangent. Il y a des plats qui se mangent comme ça, d'autres plats qui se mangent comme ça. Ça dépend si tu es dans le sud du pays. Bah, ou dans le nord, ça va être différent, mais il y a vraiment ce respect de la tradition. Il y a vraiment un respect qu'en France, quand on est cuisinier, quand on aime manger, mais au Japon, c'est tout le monde. J'ai l'impression que c'est vraiment tout le monde. C'est, euh, pour eux, c'est très important. Et Enfin, du on coup, voit ça les passe par marchés. la transmission. Enfin, si ça se conserve, c'est qu'il y a une transmission. La mais... transmission, encore une fois, enfin, je pense que culturellement, le Japon, enfin, moi, enfin, ça m'a surpris. Il y a une loi au Japon qui fait que tu n'as pas le droit de détruire les petits temples. Vu que la grosse religion là-bas, c'est le bouddhisme, il y a beaucoup de temples en bois qui sont, enfin, taille petite, enfin, taille d'une boîte aux lettres. Ah oui, d'accord. Euh, et c'est des temples qui ont 500, 600 ans et ils n'ont pas le droit de les détruire. C'est-à-dire que tu peux être l'homme le plus riche du Japon et tu veux acheter une parcelle où il y a un petit temple, tu peux pas le détruire. C'est-à-dire que tu peux construire Et autour. autour, quoi. Et c'est drôle parce que tu vois des buildings de Sony, enfin, et ils ont construit autour. Ça veut dire que le mur, il est pas droit. Il y a le carré, il y a la petite maison. Et c'est là où je me dis, enfin, c'est incroyable. Enfin, ce respect de la tradition, de conserver le plus possible ce qui est ancien. Et ça rappelle aux Japonais d'où ils viennent, leur histoire. Et t'as ça au Japon. Dans les parcs,
Dans les parcs, c'est très important pour eux. Le thème des parcs, ils sont propres. Enfin, il y a beaucoup de sculptures anciennes et il y a toujours ce côté tradition au Japon. Enfin, alors que tu es dans un pays, je pense que le plus avancé au monde, tu as la Oui, modernité. ça n'empêche pas la Ouais, modernité. t'as la modernité qui est incroyable parce que, enfin, voilà, les taxis, les portes, elles s'ouvrent toutes seules derrière. Ah oui? Ouais, tu touches pas. Enfin, les Japonais, enfin, ils évitent le contact. C'est Ouais, le leur contact culture. physique. Donc, du coup, en fait, les portes du taxi, elles s'ouvrent toutes seules. Ok. Enfin, tu vois, enfin, c'est des trucs. Et moi, je te parle de ça. J'étais en 2013-2014. Oui, donc ça a dû bien évoluer depuis Mais là, ça encore fait plus de plus. 10 ans. Et quand je te Et dis, enfin, post-Covid, encore ouais, plus. donc, enfin, de voir que les portes, elles s'ouvrent toutes seules. Et qu'elles se ferment toutes seules, c'est quelque chose Ouais. de très spécial. Donc c'est pour ça, moi je me rappelle, enfin, tu avais ce contraste où tu peux voir dans le métro une japonaise avec des talons hauts comme ça, avec des cheveux roses, verts, fluo, habillée comme une animée, enfin comme une Ouais. otaku. Et à côté, tu avais une dame habillée en habit traditionnel, impeccable. Enfin, habit traditionnel avec kimono, les chaussures, tout. Et les deux avec un smartphone. Ouais. Et tu vois, c'est le contraste. Et pour moi, en fait, c'est quelque chose que euh, dans certains pays d'Asie, je pense que tu l'as, mais en Europe, on voit plus trop ça, les habits traditionnels. Ouais, non, nous on l'a en Bretagne, mais vraiment sur Ouais, des mais moments spécifiques parce que c'est pour voilà. ça, c'est pas la vie de tous les Voilà. jours, quoi. Non, oui. Ouais. Dans des régions particulières en France, mais ça se perd. Enfin, par exemple, Et on les ressort pour une occasion, quoi. pour une occasion. C'est pas, tu vas pas faire tes courses Non, mais en et par exemple, vêtements, ouais. je sais que à l'âge de 18 ans au Japon, enfin, toutes les Japonaises s'habillent, et les Japonais s'habillent en habit traditionnel pour faire la photo des 18 ans. Donc, Ok. enfin, et c'est quelque chose que je trouve de très important de garder ce côté culturel. C'est pour ça que le Japon, on a souvent tendance à penser qu'ils n'aiment pas les étrangers. Non, c'est juste qu'ils sont fiers de leur pays, de leurs racines, de leur origine, et tout ce qui est culturel pour eux, c'est très important. Ça a changé, tu crois, un peu, toi, ta relation à tes cultures et à tes racines, justement, ce séjour au Japon? Tu regardes les choses un peu différemment, tu penses, Ouais, aujourd'hui? je pense que le Japon, ça t'ouvre beaucoup l'esprit. Enfin, quand tu pars en plus, je suis parti jeune, donc au final, enfin, euh, on, je pense qu'on peut comparer quand on vit dans d'autres pays. On peut comparer son pays avec les autres pays. Le Japon a des choses positives, mais aussi elle a des choses négatives. Mais forcément, sur l'amour du pays, bah, moi, je pense que je l'avais déjà. Enfin, en Colombie, il y a une notion qui est assez différente. Le Colombien est très patriote aussi. Mais c'est, Donc, ouais, le patriotisme n'est pas le même que. Ça veut pas dire la même chose qu'en France. Ouais, en France, je sais pas pourquoi c'est mal vu. Bah, c'est compliqué. C'est historique. Ouais, mais après. Comme en Espagne. En Espagne, c'est mal vu aussi. Alors maintenant, dans des événements sportifs, tu peux prendre le drapeau, etc. Mais avant, c'était un signe de fascisme. Mais après, je sais Donc, pas. faudrait qu'on se réapproprie le droit. Bien sûr, enfin, moi, c'est quelque porter avec chose. fierté sans que ce soit de l'extrémisme, quoi. Enfin, ici, il y a le drapeau de la Colombie Partout. quand il y a partout déjà. Enfin, il y a un respect du drapeau. Et tu connais l'histoire du drapeau, l'hymne national, c'est important. Ça, je l'ai vécu aussi aux États-Unis. Enfin, le drapeau aux États-Unis, c'est quelque chose de très important. Pledge of Allegiance. Donc matin. voilà. Et au Japon, forcément, il y a ce truc, mais moi, je pense que moi, c'est ma mère à chaque fois qui me disait, parce qu'elle ressentait pas ça, alors qu'elle est colombienne, elle ressentait pas l'amour des gens autour pour la France. Il y avait quelque chose, c'est bizarre. Enfin, euh, et quand quelqu'un qui est français dit ah, la France, c'est mal vu. Ouais. Donc après moi l'avantage vu que je suis métissé, j'ai une double nationalité, c'était pas mal vu. Moi à chaque fois je dis que je suis fier d'être français parce que je suis né en France, j'ai une culture française, j'ai une éducation française et quand il y a des gens qui me disent ouais machin, enfin comme bah, non enfin je suis français, je suis franco-colombien, je suis fier des deux et enfin moi j'ai beaucoup de tatouages et j'ai deux tatouages qui représente la France. Enfin, j'ai un tatouage qui est
la liberté guidant le peuple. Mhm. Et l'autre, c'est un coq. Ok. Un coq. Donc pour moi, voilà, enfin, je pense que oui, si on voit ça sur une personne qui est de cet âge-là, C'était tout blanc. ouais, voilà, du coup, les gens le prendraient peut-être un peu comme quelque chose de. Mais je pense que le patriotisme, enfin, moi, je vois le Japon. Il y a quelque chose qui m'avait marqué au Japon. Quand il y a eu le tsunami, c'était un an avant que j'arrive au Japon. Le tsunami en 2011, en mars 2011, euh, ça avait ruiné le Japon. C'est-à-dire qu'ils avaient une dette plus grosse que celle de la Grèce. Et le Japon, en 3 ans, ils ont remboursé leur dette. En 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, l'empereur a décidé de. Enfin, l'empereur n'a pas le pouvoir. Enfin, c'est comme en Il n'y a pas de Angleterre. pouvoir politique, quoi. Voilà. Mais voilà, l'empereur est beaucoup respecté. Et s'il dit quelque chose, les gens vont l'écouter. Donc, en gros, ils ont décidé de la dette qu'avait le Japon, d'emprunter aux grandes entreprises japonaises. C'est-à-dire que la dette, ils ne se sont pas endettés avec les États-Unis ni avec l'Europe. Ils ont dit non, c'est notre pays, on doit solutionner ce problème nous-mêmes. Et en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé des crédits à Sony, à Mitsubishi, à toutes les marques japonaises, à Nissan, toutes les marques japonaises qui existent. Et c'est eux qui ont fait le crédit. D'accord. Et en 3 ans, ils ont remboursé une dette qui était plus grosse que celle de la Grèce. Waouh. Et c'est là où je me dis, waouh, enfin, c'est un truc que je ne sais pas si en France on a ce. Je pense qu'il y a eu quelque chose un peu similaire quand il y a eu Notre-Dame. Il y a eu comme peut-être, un moment, un élan Oui, mais on a plus ce côté mécénat. Nous, c'est plus, de solidarité. c'est détaxé, ouais, c'est bien sûr. différent. Donc après, voilà, je pense qu'il y a. Enfin, le Japon, ouais, le côté patriotisme, c'est quelque chose que plus ma mère, du côté colombien, m'a donné. Mais le Japon, enfin. Voilà, enfin, il y a vraiment ce respect à la culture, ce respect. Il y a un rapport en fait au collectif qui est différent de celui qu'on a en France. Et effectivement, pour le coup, la Colombie, ça fait partie des pays qui sont aussi un peu plus qu'un rapport au groupe et au collectif et à la communauté qui est plus fort, alors qu'en France, on a une culture qui est un petit peu plus individuelle. Bien sûr. Premier truc que tu apprends à tes enfants en France, c'est à savoir se démerder tout seul. C'est vrai. Alors que tu vas dans un pays comme, ne serait-ce qu'en Espagne, c'est pas du tout, c'est pas prioritaire. Tu vas en Tunisie et j'imagine qu'ils disent, bah, de toute façon, ici, tu vois bien aussi quand les enfants, tant qu'ils sont pas mariés, en général, ils restent habiter avec les parents. Enfin, tu vois, il n'y a pas ce côté, il faut que tu apprennes à te débrouiller tout seul. Le film Tanguy, je sais pas si tu vois. Il y a plein de pays où les gens ne comprennent pas ce qui est drôle dans ce film. Parce que ce truc de, oh là là, mon fils, il a 30 ans, il est encore à la maison, il y a plein de pays où oui, c'est normal, oui, c'est normal. Oui, il y a. Après, ça, je pense que ça, c'est des côtés positifs qu'on a en France. Enfin, moi, l'indépendance qu'on a et quand on part très jeune, loin de chez soi. Enfin, je pense que partir au Japon aussi jeune. Tu avais quel âge quand tu es parti au Japon? Je suis parti, j'avais 23 ans. Ok. Donc. Et tu n'avais jamais habité à l'étranger avant? Non. Après, Bah, tu avais déjà tes deux cultures, quoi. Ouais, j'ai mes 2 cultures. Après, j'ai beaucoup voyagé, donc j'avais le sens de la débrouille, on va dire, pour voyager. Après, l'avantage, c'est que je parle français, espagnol, anglais. Tu as appris l'anglais L'anglais, mon père est né en Tanzanie. Ok. Donc, c'était une colonie anglaise. Donc, après, Ouais. sa première langue, c'était l'anglais. Donc, en fait, quand je suis né, mes parents ont décidé que Ok. ma mère allait me parler en espagnol, Mm. mon père en anglais et français quand il fallait. Ok. Et à l'école, le français. Enfin, du coup, Mais je me posais la question parce que, alors ça se pose pas cette question trop en France, mais là on parle d'interculturel. Ouais. Alors, parce que Fernandez, c'est ni français ni espagnol. c'est Fernandez portugais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, du coup, vu qu'il y a eu une grosse immigration portugaise en France, enfin, voilà, les parents de mon père étaient portugais en Tanzanie. Donc, Ouais, donc t'es vraiment parti dans la vie avec des bases c'est- interculturelles très fortes, quoi. donc, du coup, voilà, c'est pour ça que le Fernandez avec un S. C'est pour ça. C'est pour ça que le Fernandez avec un S. Mais du coup, et le français, l'anglais, l'espagnol depuis tout le temps. Mais aussi, enfin, moi, je m'attendais qu'au Japon, les gens parlaient anglais. Enfin, Ouais. Et en fait, non. et en fait, pas du tout. Donc, En Chine, souvent, les gens ont ce problème-là aussi. Ils disent non, mais c'est bon. En fait, non, pas du tout. non, mais je pense qu'au Chine, peut-être qu'ils parlent pas plus
Au Japon, c'est plus par timidité. Ah. Il y avait des Japonais qui parlaient anglais, mais c'est parce qu'ils maîtrisaient vraiment bien l'anglais, ils n'avaient pas peur euh, de faire d'erreurs. Alors que Ils sont comme nous, quoi. euh, Les Français, ils ont ce problème-là aussi. On Bah- parle pas parce qu'on a bah, peur de faire moi, j'ai jamais ce problème-là, donc Bah je oui. sais pas. donc Mais en je- général, souvent, les Français, il y a un peu ce côté. je sais Je pas. parle pas parce que non, je vais faire des fautes, je vais avoir l'air bête. Non, non, Et alors que, en enfin, réalité, ceux qui se moquent de toi, c'est les autres Français qui parlent pas bien non plus. Les Donc, étrangers, ils moi- vont jamais te moquer de ton accent, quoi. bah, après, moi, par exemple, ma mère, elle parle pas anglais, enfin, elle comprend, mais par exemple, là, elle est en Chine, je sais pas comment elle fait. Ma mère, elle a fait le tour du monde 2 fois dans sa vie, enfin, et à chaque fois, elle voyage, je sais pas comment elle fait, mais elle se fait comprendre. Donc, au final, enfin, ouais, au Japon, je pensais que ça allait être un peu plus facile, et au final, non, enfin, voilà, j'ai dû apprendre la langue. C'était un challenge, parce que bah, je travaillais dans un restaurant 2 étoiles Michelin, donc le chef était français, pardon, Ok. mais toute l'équipe était japonaise. Il y en a 2, 3 qui parlaient un peu français, donc ça m'a un peu aidé, mais au final, j'avais pas le choix. Faut apprendre vite, quoi. J'avais pas le choix, et au final, je pense que ça a été intéressant parce que bah, j'ai appris le japonais, j'ai dû apprendre. Après, je ne parlais pas parfaitement bien, mais Non, mais t'arrives à te débrouiller, ouais, à te faire au bout d'un comprendre. moment, j'ai arrivé à avoir une conversation de 10-15 minutes avec des personnes que je rencontrais. Euh, j'avais même une copine qui était japonaise qui parlait pas du tout anglais ni français. Ok, oui. Donc au final, c'était intéressant d'être dans un pays, d'apprendre la langue et d'être dans une autre culture. Ouais. Parce que tout est différent. Enfin, vraiment, pour le coup, le Japon, enfin, entre mes deux cultures, la France et la Colombie, il y a quand même une grosse similitude. Oui. Euh, C'est une base latine, quoi, C'est une finalement. base latine. Enfin voilà, si tu viens, t'es colombien, tu viens en France, t'es pas dépaysé. Si t'es français, tu vas en Colombie, t'es pas trop dépaysé non plus. Mm. Alors que le Japon, enfin, il y a rien qui Oui. se ressemble aux deux. Donc non, mais après voilà, enfin, je pense que, enfin moi, c'est là où je me suis rendu compte que quand tu voyages, d'être cultivé, d'apprendre d'autres cultures, enfin ça t'ouvre l'esprit, t'apprends beaucoup de choses, t'apprends à être beaucoup plus, t'es plus compréhensif. Il y a des choses que tu vas trouver anormales, mais quand tu habites dans le pays, tu te dis ah ouais mais ok mais c'est pour ça, enfin pour eux c'est normal parce que eux ils le voient comme ça. Ouais. Et Leur point de lecture de la situation. et au final, enfin, je pense que moi, ça m'a servi, même si, voilà, j'ai une double culture et que ma vision est quand même assez différente que quand on n'a qu'une culture, ça m'a encore plus ouvert l'esprit, Ouais. vraiment. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que j'aimerais bien être d'accord avec toi entièrement, mais je lui mettrais une nuance. Je pense que c'est aussi un choix et c'est aussi une personnalité parce qu'il y a des gens qui voyagent et qui sont tout aussi fermés d'esprit qu'avant. Tu sais, qui se mettent pas dans ce bain-là quelque part, tu vois, et qui se mettent au-dessus. Parce que quand ils comprennent tellement pas que c'est plus facile Après, ouais, c'est vrai que moi, enfin, bon, tu vois, enfin, ce que tu es en train de dire, enfin, j'ai rencontré avec beaucoup de Français en Australie. Ah ouais. Il y a des Français euh, que je connaissais en Australie, enfin, des gens qui étaient là depuis longtemps, enfin autant de temps que moi, et ils se mélangeaient pas trop. Ils restaient beaucoup avec les Français. Ils avaient un accent super français. Enfin, je pense que des fois, il faut faire l'effort de pas forcément un accent, c'est difficile d'enlever, mais tu fais un effort. On fait un effort. Donc au final, moi j'étais quelqu'un qui était là, non, on se mélange, moi j'avais plein de potes italiens, plein de potes australiens, plein de British, enfin des Anglais, des Irlandais, des Écossais, qui avaient des accents compliqués. Et au final, le fait que moi je sois un peu la connexion, moi je ramenais mes potes français, non mais rencontrer les Italiens, ils sont cool. Rencontrer les Sud-Américains, ils sont cool aussi. Je viens pas en Australie pour être qu'avec des Français. Ouais. Forcément, j'avais ma base de potes français parce que bah c'est Ça ma fait du culture. bien des fois, tu te comprends, Ça fait toujours. Et en plus le français c'est une langue qui est très particulière. Je pense que les 3 langues que je parle, le français pour moi c'est la plus belle des 3 langues. Enfin, c'est vrai? ouais, moi c'est celle que je préfère parler. Mais dans quel sens? Au niveau en auditif, au niveau En- des mots, de la Ouais, poésie? en tout, je trouve. Ouais, moi, je trouve que, je sais pas, enfin, l'argot français, enfin, ça dépend des régions.
les tons, enfin même les insultes, des fois on dit des insultes, mais alors que c'est pas vraiment des insultes. Enfin, c'est des insultes, mais on dit, enfin voilà. T'as des exemples parce que je veux des Ouais, exemples. ouais, par exemple, le putain, ça peut être bien, ça peut être mal, ça peut être, enfin voilà, enfin ça dépend du contexte. Ouais. J'ai eu ce dialogue avec ma copine qui va apprendre le français et je dis que le français c'est quelque chose c'est une langue qui est très particulière. Et les insultes, ça fait partie de notre, enfin, sans être grossier, mais Ouais, mais c'est des petites insultes. ouais, ouais, ouais. Parce que tu vois, pour le coup, ouais, je parle aussi espagnol et anglais. Et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, ce sujet des insultes. Parce que je trouve qu'en espagnol, on est beaucoup plus grossier qu'en français, par exemple. Et surtout en espagnol d'Espagne. Ouais, les Espagnols d'Espagne, ouais. Moi, Ouais. j'ai appris en Espagne. Ouais, ouais, ouais. Et je parle, moi, en espagnol, jamais de la vie, j'oserais parler comme ça en français, ce serait trop drôle. Puis moi, j'ai vraiment grandi dans une famille où tu disais même pas, justement, tu disais pas merde, tu disais pas Non, putain, non, quoi. non. Et bon, maintenant qu'on est tous adultes, ça va un petit peu mieux, tu vois, mais tu vois, les insultes, les grossièretés, c'était très mal. Ouais, non, non, moi, vu que, Et du ouais. coup, je trouve que, ouais, on va dire du merde, du putain, mais on dit pas des trucs graves, tu vois. Non, après, les Espagnols, ils sont plus sur la religion. Sur le lait. Par exemple, les Italiens, ils jouent beaucoup sur la religion. Ouais. Euh, Ici, c'est impensable, en Colombie. non, ici, non, c'est très dur. C'est Non, non, vraiment, non, là, non. c'est dépassé la limite, Non, quoi. Là, tu vas non, trop loin. ici, c'est très, très religieux, donc c'est très difficile. Mais après, voilà, enfin, enfin, la langue française, c'est quelque chose de très spécial. Et moi, pour moi, c'est très difficile de Sur le parler, micro. enfin, et pour nous, en général, en français, hein, de parler avec un autre français à une autre langue. Ouais. Enfin, et vu qu'on était pas mal en Australie, enfin, si il y avait 3 Français, entre nous, on était obligé de parler français. Enfin, c'était très difficile, moi, ça paraissait tellement pas naturel. Et j'ai l'impression que ce qui est naturel, c'est de parler la langue que tu as parlé dès le départ avec une personne. Ouais, bah, Mais parfois, c'est même pas la même. Enfin, tu vois, moi, j'habitais en Espagne, j'étais en coloc. Dans ma coloc, il y avait une américaine, une espagnole norvégienne, une nana de Hong Kong et moi qui étais française. Et on parlait tout anglais, mais en fait, en arrivant, dès le départ, on a dit la règle d'or de cet appartement, c'est qu'on ne parlera qu'en espagnol. Et aujourd'hui, mais ça c'était, je te parle de 2005. ok. Aujourd'hui, quand je parle avec mon ancienne coloc américaine, on n'arrive pas à parler en anglais, c'est trop bizarre. Alors que notre langue première commune, finalement, c'est l'anglais, quoi. Ouais, non, ouais, je sais pas, mais enfin, moi, ça m'arrivait le truc avec le français, et à chaque fois, les étrangers, enfin, avec qui on était, ils disaient, ah, putain, les Français, vous êtes chiants. Vous Faites parlez que entre parler en vous, français. là. Et je disais que enfin, c'était compliqué, alors que j'avais des copines mexicaines, colombiennes, avec elles, c'était facile de parler en anglais et en espagnol, Ouais. alors qu'avec mes potes français, C'était, ça sonnait très compliqué, même avec mon ancien associé, Florian, quand on a ouvert le premier Cascaral, bah forcément, enfin, on se connaît depuis qu'on a 16 ans. Donc, Oui, bah oui, tu avec lui, j'ai switches pas vécu, comme ça. avec lui, j'ai vécu au Japon, on a vécu en Australie ensemble, et après en Colombie. Et Ah ouais, vous êtes vraiment ouais, suivis, on s'est vraiment suivis. Et pour moi, c'était impossible de parler avec lui en espagnol. Alors Ouais. que des fois, bah, enfin, quand on faisait les briefings, forcément, on parlait en espagnol. Lui, il a appris l'espagnol assez vite. Mais entre nous, pendant le service, on se parlait que en français. Enfin, Ouais. le cerveau, il réagit plus vite en service. T'es dans le feu de l'action. Enfin, s'il fallait que enfin, il comprenait plus vite, en plus, sur l'intonation de voix. Oui, les intonations sont pas les mêmes. Sont pas les mêmes. Donc, Mm. au final, enfin, si je lui disais, enfin, pour moi, c'était plus simple le français. Enfin, ça va être toujours plus simple avec une personne qui parle français. Aujourd'hui, j'ai pas de cuisiniers qui sont français, mais quand j'avais un cuisinier qui était français, je lui parlais que en français. Tout le monde lui parlait en espagnol, lui parlait en espagnol à tout le monde, mais entre nous, c'est que du français. Enfin, Ah, c'est c'est la marrant, première ça. langue Ouais. qui prédomine, et je pense que le français, c'est une langue tellement forte que l'anglais, je pense que tu vois, l'anglais, tu peux, par exemple, si l'anglais, enfin, c'est un Américain qui parle espagnol, je peux switcher à l'espagnol. Je pense, mais le français, c'est tellement expressif. Enfin, les intonations, le ton que tu vas le dire, encore une fois, enfin, ça peut être mal ou ça peut être bien. Donc, au final, je pense que le français, ça se charme un peu. C'est plus, enfin, quand tu le maîtrises bien, c'est pas mal. Enfin, moi, si tu me dis de choisir une langue,
je choisirais le français. C'est vrai. Ouais. Moi, je sais pas, je me suis pas. Alors, dans les autres langues que la mienne, parce que du coup, moi, je suis française quasiment 100%, hein, Mhm. mais moi, j'ai une préférence pour l'espagnol. À part le français. Tu vois, entre l'anglais et l'espagnol, Ouais, après, si tu dis entre l'anglais et l'espagnol, je choisis l'espagnol. C'est sûr. je sais pas, il y a une. Mais c'est physique. Tu sais, c'est les mouvements de bouche, les mouvements de langue. Il y a un truc Ça chante plus, c'est plus harmonieux. qui est agréable, je Mhm. trouve. C'est agréable de parler l'espagnol. C'est plus Et harmonieux. puis, bon, après, ça change en plus d'un pays à l'autre. Et ici, c'est très rond Ouais, par rapport à l'espagnol d'Espagne. Tu vois, c'est bon. Ouais, ici, c'est plus Ça, agréable. c'est concret ce que je dis, mais. Si, non, mais ouais. l'espagnol de Colombie, c'est le plus compréhensible, le plus agréable à Mm. parler. Tu parlais tu parlais du service, tu parlais d'Australie, de Japon, de Colombie, de France. Est-ce que toi, tu as remarqué du coup des différences culturelles dans le management en cuisine, dans la manière de gérer les équipes ou d'interagir au sein des équipes? Oui, mais après, je pense que c'est une question de génération aussi. Ok. C'est quelque chose dernièrement, on en parle beaucoup. Les générations ont évolué, ont changé. Je pense qu'il y a un thème aussi, on est devenu plus paresseux, je pense. Parce que maintenant, on a le téléphone, tout est plus facile. Mhm. Alors qu'avant, enfin, je pense que nous, notre génération, on a commencé où c'était le début. Aujourd'hui, je pense que ça a beaucoup changé. Mais moi, je pensais que c'était ici. Mais quand je parle avec mes potes chefs en France, ils me disent que c'est pareil en France. C'est pareil en France, surtout sur le thème enfin, dans les restaurants étoilés, les restaurants gastronomiques. Moi, quand j'ai commencé, il y avait cette envie de faire partie d'un restaurant étoilé. Ok. C'était difficile d'y entrer parce que il fallait que tu aies une bonne école, il fallait que tu aies un CV. Si tu n'avais pas ça, c'était assez compliqué. En plus, il y avait beaucoup de listes d'attente. Il y avait beaucoup à l'époque. Moi, je te parle ça au 2000, entre 2006 et 2010. Tout le monde voulait être cuisinier. Et il y avait des listes d'attente dans les restaurants. Ok. Il y avait des listes d'attente. Enfin, Et c'est plus le cas. maintenant, c'est Ça plus a le cas. changé. Maintenant, c'est très difficile. C'est un C'est métier très qui n'est difficile. pas facile quand même en C'est un termes métier qui est d'horaire, en pas, termes de charge c'est un de métier travail. qui est pas facile. Mais aujourd'hui, je pense que les gens se plaignent plus. Avant, nous, on se plaignait pas. Enfin, on aimait ce qu'on faisait. On s'est jamais plaint. Moi, je me suis jamais plaint parce que je faisais trop d'heures. Peut-être qu'on le disait entre nous. Mm. Mais au final, enfin, au final, si ça nous plaisait pas, on serait pas resté. Ouais. Et on restait tous. Ouais. Parce que, on était dans un endroit incroyable, avec des chefs qui avaient des connaissances incroyables. Enfin, on était fiers. Enfin, moi, j'arbore mon CV avec fierté, enfin, d'avoir travaillé dans ces restaurants mon premier restaurant, enfin, le premier restaurant où j'ai travaillé, d'avoir gagné 2 étoiles en 2 ans. Enfin, voilà, enfin, genre, pour moi, c'est resté marqué dans ma mémoire. Enfin, je me rappellerai toujours quand on a fêté la 2e étoile. Enfin, on était en région de Champagne. Toutes les maisons de Champagne nous ont offert des Magnum, des Jéroboam. Tu sais que j'ai étudié à Reims, moi. Ah ouais? Ouais. Ok. Du coup, ça me parle de ce que tu Donc, dis. Bon, j'allais pas au restaurant étoilé, hein, j'étais étudiante. donc, tu vois, enfin, pour moi, c'était incroyable, enfin, de voir tous ces cadeaux et avec l'équipe, parce c'était quasiment la même équipe pendant les 2 ans. On a fait une fête dans la cuisine du restaurant où les clients de l'hôtel, au Crayères, c'est un palace, donc il y a 5 étoiles. Et les clients de l'hôtel ont dit le jour d'après s'il y avait une boîte de nuit. Ils savaient pas qu'il y avait une boîte de nuit dans l'hôtel. Forcément, ils savaient qu'on célébrait la 2e étoile, mais c'est des moments incroyables. Et après, mais pour arriver à ces moments-là, c'était beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Des fois, on n'avait pas de jours de repos, mais on avait a purpose. Je sais pas comment dire en anglais. Vous aviez un but, enfin, comme une cible, une mission, la mission de réussir ça. Et c'est ça qui nous motivait aussi. Enfin, le chef, je pense que c'est Philippe Mille, c'est un des meilleurs chefs que j'ai eu. Pas seulement techniquement, parce que aujourd'hui il est meilleur ouvrier de France, donc 3e au Bocuse d'Or.
Aujourd'hui, il a ouvert son propre restaurant, donc en 1 an, il a 1 étoile. Enfin, c'est un chef que je sais que dans moins de 10 ans, il aura 3 étoiles. Enfin, c'est un chef qui est destiné à avoir 3 étoiles. Et c'est quelqu'un qui était très calme. Enfin, il nous connaissait tous. Il a jamais crié une fois. Il a jamais crié une fois. Alors que à cette époque-là, le crier et jeter Ça les fait casseroles, partie de la culture ça de la faisait cuisine. partie de la culture de la cuisine. Lui, il n'a jamais été comme ça. Même après avoir gagné la première étoile, après avoir été MOF, on s'est dit, oh, si peu de temps, tant de réussite, ça peut te faire changer. Enfin, n'importe qui. Enfin, je pense que t'es chef de ton premier restaurant, au moins d'1 an, t'as 1 étoile, tu deviens meilleur ouvrier de France. 2 ans avant, t'étais sur le podium du Bocuse d'Or. Enfin, c'est des choses qui peuvent te faire changer. Ouais. Ben, et au contraire, lui, il a été encore plus humble. Donc au final, je pense que voilà, ce restaurant-là, c'est une référence. Mais voilà, on avait cette envie-là. Aujourd'hui, je pense que les jeunes, ils pensent plus à combien il va gagner et combien ils vont gagner, s'ils vont avoir des jours de repos. Mais c'est marrant parce qu'en même temps, ce changement-là, ça correspond aussi à j'ai l'impression, peut-être que ça n'a rien à voir, c'est pas parce que c'est en même temps qu'il y a une lien de causalité, mais ça correspond aussi à toute la phase où ça devient super à la mode, toutes les émissions de télé sur la cuisine, tous ces trucs-là, tu te dis, ça devrait justement montrer... le problème, c'est que ça montre pas de la réalité. Bah ouais. Moi, quand j'ai commencé la cuisine, ça existait. Je crois que 1 an après que j'ai commencé la cuisine, il a commencé à avoir les émissions avec Cyril Lignac, la première qu'il a faite, où je pense que c'était la même année où j'ai commencé. Et ces émissions nous ont donné beaucoup de visibilité à nous, les cuisiniers, ce qui est quelque chose de très positif. Mais en même temps, ça montre pas la réalité. Par exemple, Top Chef, c'est une émission que je pense que beaucoup de cuisiniers regardent. Moi-même, je la regarde. Mais on les voit jamais nettoyer. Et c'est quelque chose que la cuisine, c'est la base, c'est le nettoyage, l'organisation. On voit pas, on voit pas. Et au final, il y a beaucoup de jeunes cuisiniers, je pense, qui font cuisine parce qu'ils voient Top Chef, parce qu'ils Ça voient. envoie du rêve parce sur qu'ils voient la partie fun, mais voilà, pas. la création des plats. Mais avant de créer des plats, moi, avant de créer des plats dans un restaurant, on m'a dit ouais, tu peux commencer. Il m'a fallu au moins 5-6 ans. Ouais. Donc 5-6 ans. Si c'est les long jeunes, quand tu ils t'attends à commencent, faire les trucs dès le départ. moi, ça arrive quand il y a des jeunes qui arrivent et qui commencent à avoir des idées. Je leur dis, t'auras le temps, pas tout de suite, pas tout de suite. Après, ça veut pas dire qu'ils aient pas des bonnes idées, parce que tout le monde peut avoir des bonnes idées. Moi justement, encore une fois, au Crier, le chef, il disait, tout le monde, on peut apprendre de tout le monde, on apprend tous les jours. Et c'est vrai. Mais voilà, il y a un process où il faut avoir de la patience. La cuisine, on grimpe les échelons petit à petit. Et au final, voilà, encore une fois, moi je me rappellerai toujours quelque chose que quand j'ai signé mon premier contrat d'apprentissage, vu que j'avais 16 ans, et c'était un chef étoilé de ma région, et le chef il s'appelle Christophe Blo. Là, il a fermé son restaurant et tout. C'est un chef qui était très exigeant, très dur. Vraiment à l'ancienne. Lui, c'était vraiment apprenti, pas apprenti. Il jetait les casseroles, et coup de pression. Mais il a été très honnête quand j'ai signé le contrat. Je me rappelle, j'étais avec ma mère, vu que j'étais mineur, pardon. Et il avait le contrat. Et c'était un chef énorme. Il était grand, il avait des mains énormes. Et je me rappelle, il avait une voix grave, très grave. Et il me dit, écoute, avant de signer ton contrat, pardon, je vais te dire la réalité de la cuisine. Ce qui va se passer si tu signes ce contrat. Moi, je dis, ouais, ok. Et là, il commence à dire, écoute, si tu signes ce contrat-là, ta vie va changer. Tous tes potes qui sont pas en restauration, ils vont pas comprendre. Tu vas travailler les jours de férié, les dimanches, à Noël, ton anniversaire. Ça va être difficile en cuisine. Ça va être difficile en cuisine parce que tu vas te couper, tu vas te brûler, tu vas avoir des coups de pression, tu vas être fatigué, c'est de longues heures de travail, donc tu vas avoir mal au dos. Il me dit par rapport à la vie sociale, il me dit si tu as une copine qui est pas en restauration, elle va te quitter, elle va pas te comprendre. Tes amis aussi, il y en a beaucoup qui vont
tourner le dos parce qu'en fait, quand tu vas être invité à des anniversaires, toi, tu vas arriver à minuit. Toi, tu vas arriver à minuit. Eux, ils sont en train de boire depuis 8 heures. Ils sont peut-être allés au restaurant avant. Toi, tu ne vas pas pouvoir aller au resto avec eux. Tu vas arriver. Il me disait ça. Ils seront déjà bourrés. Ils seront déjà bourrés. Toi, tu vas arriver à minuit, 1 heure. Enfin, tu vas être mort. Tu vas boire 2 verres. Tu vas être fatigué. Et le salaire en cuisine, c'est pas top. Ça devient intéressant si tu viens sous-chef dans des grandes maisons. Ça peut devenir intéressant. Après, le jour où tu veux être propriétaire, chef, là, tu vas galérer. Les premières années, tu vas pas faire d'argent, tu vas pas dormir. Soit tu vas avoir beaucoup de stress. Et peut-être qu'au bout après 5-6 ans, d'avoir trouvé une stabilité dans ton restaurant, peut-être que là, tu vas pouvoir profiter. Mais c'est un investissement. Et il m'a dit ça. Et il m'a mis sa main sur le contrat. Il a tapé sur la table. Il m'a mis le contrat en face. Il fait, tu veux signer? Et moi, je me rappellerai toujours. Enfin, il y a un mère à côté de moi qui me regarde en espagnol, qui me parle en espagnol. Et elle me dit, t'es sûr? Et j'ai vu la peur. Mais en vrai, même si ça a été difficile avec ce chef, je remercierai toujours d'avoir été honnête avec ça. Parce qu'en fait, c'est vrai. C'est vrai. Là, je suis dans la phase, j'ouvre mon restaurant, c'est dur. C'est dur. J'ai eu la phase où je gagnais très bien ma vie en tant que cuisinier. Et c'est la réalité des choses. Aujourd'hui, je pense qu'on manque d'honnêteté sur ce travail-là, sur les écoles. En ce moment, en Colombie, là, je donne des masterclass. Et moi, à chaque fois qu'on m'invite, donc je fais le cours de cuisine et après, je parle avec eux. Et moi, je leur dis ça, en fait. Et je vois que les profs, ils kiffent pas trop. Mais c'est la vérité. Ouais. C'est la vérité. Moi, il y a des jeunes qui viennent ici, qui n'ont pas d'expérience et qui me demandent le salaire de mon sous-chef. Ouais. Et je pense il y a une déconnexion. Et c'est pareil en France, parce que moi, il y a un moment où quand je me suis posé, j'ai un de mes grands amis à moi qui a un restaurant étoilé en France. J'en ai plusieurs, mais il y en a un jour, il m'a dit, Andrés, je sais que tu as des bons cuisiniers là-bas. S'il y en a qui veulent venir en France, tu me le dis. Je fais, attends, quoi? Je commence ça. Ici, c'est une galère, on ne trouve pas. Il y a très peu de jeunes motivés. Après le Covid, c'était très compliqué aussi. Il y a plein de gens qui ont arrêté la restauration. Ouais. Oui, c'était une grosse phase, ça. Et je fais, attends, mon pote en France qui est étoilé, normalement, moi, à ce genre de restaurant-là, quand j'étais jeune, c'est le genre de restaurant où j'aurais voulu travailler quand j'avais 20 ans, tu vois. Et qu'ils me disent qu'ils trouvent pas des jeunes motivés ou qui viennent et qui restent 1 mois, 2 mois. Nous, au contraire, nous, rester 1 ou 2 mois dans un restaurant, c'était la honte. On mettait pas dans le CV. Ça voulait dire que t'étais pas à la hauteur, quoi. Ouais, tu vois, et moi, maintenant, mon pote, il me disait, il y a des CV, tu vois, des gars, ils ont fait 1 mois, et ils le mettent sur le CV, Et t'es presque obligé de les prendre parce que de toute façon, t'as pas trop le choix. Et tu vois, c'est quelque chose. Mais c'est intéressant parce que tu vois, je parle souvent, quand je parle d'interculturel, moi sur ce podcast, puis dans mon travail en général, je parle souvent de ça sous l'angle culture nationale. Mais les différences culturelles, ça va bien au-delà. Et t'as des différences culturelles régionales, t'as des différences culturelles religieuses, t'as des différences culturelles générationnelles, t'as des différences culturelles métiers. Et c'est vrai que ça, on l'anticipe pas assez dans nos échanges avec les gens. Et j'aime bien demander du coup à mes invités s'ils ont des surprises interculturelles à partager, des anecdotes. Et en off, tu me parlais justement de la figure du chef au Japon, qui était un peu différente. Tu veux bien nous en parler un petit peu La hiérarchie au Japon, c'est quelque chose qui marche au travail et en dehors du travail. C'est-à-dire que ton patron, c'est ton patron en dehors et au travail. Et toute ta vie, ça reste ton patron. Même si tu n'es plus dans cette entreprise, il y a cette notion où ça a été ton patron. D'une façon, c'est lui qui t'a donné du travail pour pouvoir vivre. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'a surpris vraiment moi au Japon. Au contraire, comme je te disais, par exemple, quand j'étais à Reims avec le chef Philippe Mille, nous, quand on sortait dans le bar, boire des coups, le chef, il nous disait m'appelez pas chef, parce que ça le dérangeait, c'était bizarre. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, nous, on s'en rendait pas compte. Ouais. Mais
Enfin, t'es dans un bar et Mais ça t'entends devient chef, presque chef. son prénom tellement tu l'as Ouais, dit. ouais, Au ouais, boulot, en fait, mais encore une tu- fois, enfin, le mot chef, c'est une notion de respect. Mm. Enfin, moi j'avais 20 ans, 21 ans. Enfin, je sais pas, enfin, mon chef, il a une étoile, enfin, il est meilleur ouvrier de France, troisième au Bocuse d'Or. Donc, au final, enfin, il y a cette notion de respect. Donc, mais lui, il disait non, non, non. Enfin, et on était tous pareils. On était tous Mm. pareils. Il y avait un, En dehors du travail. voilà, en dehors du travail, on était tous pareils. Au Japon, c'est différent. Au Japon, déjà, enfin, si ton supérieur te dit on sort, tu peux pas lui dire non. Tu peux pas lui dire non. Déjà. Tu peux avoir ta femme qui t'attend à la maison. Qui t'attend avec la casserole, elle, pour le coup. Je t'en fous, femme. C'est limite moins grave de dire non à ta femme qu'à ton patron ou à ton supérieur. Enfin, ça, c'est pas forcément ton patron. Hein. Ça peut Oui, être ton ça peut être supérieur. un ancien, ça peut être. Ouais, ça peut être ton supérieur. Enfin, forcément, enfin, nous, le patron, enfin, c'était un grand groupe. On connaissait pas. Enfin, le patron, on le voyait jamais. Oui. Mais voilà, enfin, s'il y avait le sous-chef, le chef de parti, quelqu'un qui était au-dessus de toi, t'es obligé. T'es obligé. Ça, il te disait, on va boire des verres. T'étais obligé. Après, il y avait un côté où c'était intéressant, où, en gros, enfin, quand on sortait, Mhm. vu que moi j'étais étranger, enfin, moi j'étais considéré comme les supérieurs. Enfin, j'avais un poste T'avais des supérieur. points bonus. Ouais, moi j'avais un traitement un peu différent. Quand t'es étranger, t'es un peu différent. Ouais. Après, bon, j'étais chef de parti, donc au final, ils me mettaient dans le même rang. Et en gros, enfin, on sortait avec les jeunes, avec l'équipe. Enfin, moi j'avais 23, tu vois, mais on sortait avec ceux qui étaient un peu plus jeunes et avec un moins, comment on dit, Moins d'expérience. moins d'expérience. Ouais. Donc nous, en hiérarchie, on était ceux qui étaient en haut. Bah, en gros, comme je te disais, enfin, on allait dans un bar, s'il y avait la queue, c'est les petits qui faisaient la queue, les jeunes qui faisaient la queue. Dès qu'on rentrait dans le bar, après, c'est les petits qui allaient chercher les tables disponibles. Ils nous disaient, enfin, celles qu'on préférait, on choisissait. De là, c'est les petits aussi qui allaient chercher les bières au bar. Mais c'était nous qui payions. Mm. Hein, eux, ils sortaient pas d'argent. C'était nous, enfin, vu qu'on avait plus de salaire, Mm. on payait. Ok. Mais voilà, enfin, ça partait voilà, enfin, on avait plus de clopes, bah, on lui disait, ouais, tu peux aller m'acheter des clopes, on lui passait l'argent, et c'était comme ça. Et c'est quelque chose qui est bizarre. Enfin, pour moi, encore une fois, enfin, moi, je sortais pas avec le chef, je sortais avec les gars qui étaient chefs de parti avec moi, avec le sous-chef. Et c'était bizarre, c'était vraiment quelque chose de bizarre. Et quand moi, je faisais, non, je vais chercher les bières. Il disait, non, il y a les petits, ils vont chercher Ouais. les bières. Ouais, c'est intéressant. Et c'était bizarre. Et moi, il y a des fois, moi, je sortais avec mon équipe, juste mon équipe, où c'était 2 jeunes. Et quand je sortais juste avec eux, parce que moi, eux, ils étaient tellement focus sur le travail, c'est que moi, des fois, je leur disais, allez, sortez, enfin, venez, on sort. Moi, des fois, on avait fait des semaines de fou, et je leur disais, tu vas faire quoi ce week-end? Ils me sortaient son livre de cuisine française, je vais réviser la cuisine française. Je fais, qu'est-ce que tu fais? Enfin, on a travaillé 6 jours, non-stop. Et donc, du coup, je sortais un peu. Moi, je savais que j'avais l'autorité de les De les faire sortir. Ouais, donc, je leur disais, mais, et du coup, à la fin, je les amenais, et quand on était au bar, juste tous les trois, eh ben, je dis non. Là, je leur disais, enfin, si un jour vous voulez aller en France, parce que les Japonais rêvent d'aller en France, Faut que vous soyez prêts. voilà, il faut La que vous soyez culture, prêts. c'est ça. Voilà, machin. Forcément, enfin, j'avais plus de sous, donc. Mais voilà, moi j'allais au bar, non, c'est vous, je faisais la queue avec eux. Enfin, si j'avais envie de m'acheter des clopes, je leur disais, bah, je reviens, je vais m'acheter des clopes. Mm. Et eux, c'était bizarre pour eux. Bah oui, parce que c'est presque toi qui leur manque de respect en les laissant pas faire les trucs pour Mais toi. mais c'est pas du manque de respect. Après, je comprends hein, le côté culturel, parce qu'au final, il y a beaucoup de fois où même moi, qui n'étais pas forcément obligé de respecter les codes, Mm. vu que j'étais étranger, mais vu que pour moi c'était important de le respect, non, enfin, même si avec quelques-uns d'entre eux, je parlais en français, d'autres en japonais, pour moi c'était important. Donc au final, des fois, ça m'est arrivé de me retrouver à 6h du matin en sortant du bar, quand je leur avais dit non et qu'ils me disaient encore un. Mais après voilà, enfin encore une fois, je pense qu'au Japon, enfin
voilà, je pense que c'est une force qu'ils ont parce que, enfin, voilà, les Japonais, ils ont un respect pour le travail. Enfin, le Japonais, il va jamais le laisser tomber. Ouais. Il va jamais le laisser tomber. Euh, Ils ont un honneur pour le travail. Moi, demain, si je sais que si j'ai un Japonais qui vient travailler en Colombie, qui demande du travail ici, je vais l'embaucher tout de suite. Ouais. Je vais Alors, l'embaucher le tout de choc suite. culturel, pour lui, ça va être violent entre eux. Ouais, après, il y a Colombiens. des Japonais, hein. Il y a des Japonais qui sont un peu foufous et qui aiment bien voyager, hein. Après, les Japonais, dès qu'ils voyagent, ils changent. Je pense que le Japonais, moi, je voyais la différence du Japonais qui avait vécu à l'étranger et du Japonais qui n'était jamais sorti du Ouais. Japon. Enfin, il y a vraiment une différence, une ouverture d'esprit qui se passe après. Mais Le champ des possibles devient immense ouais, quand tu commences à et du sortir. coup, après, le Japonais, quand il revient, c'est difficile pour le Japonais. Quand il a vécu à l'étranger, c'est difficile pour lui de revenir au Japon Ça va rentrer parce dans le qu'il a moule, plus cette liberté, le fait enfin voilà, de cette, quand tu as cette liberté au travail, où voilà, enfin, ton boss c'est plus ton boss dehors, et tu reviens et que tu es obligé d'être, Ouais. euh, De re-rentrer dans le moule, en fait. Voilà. De refaire plus petit. pour, exactement, c'est toujours difficile, mais après voilà, je pense que ça c'est une des choses, enfin il y en a plein qui m'ont marqué, non? Mais ça, je trouve ça très très bizarre, mais à la fin, dans un même sens, dans un même temps, voilà, eux ils payaient rien, donc c'était juste, on avait plus d'argent. C'est un équilibre différent. Mais voilà, enfin moi, enfin en dehors, enfin voilà, on est tous pareils. Après, il faut le respect. Le respect, c'est quelque chose qui peut pas manquer. Mais voilà, enfin, ouais, c'est très rare que je demande. Enfin là, ouais. Je pense que la façon dont comme on est en France, je pense que c'est plus que ce que je préfère, surtout, enfin, Ça te correspond. ouais, ce qui me correspond dans ce côté, enfin, culture entre la France et le Japon, en tout cas. Ouais, j'aimerais bien que tu me parles un peu de la Colombie, du coup, et que tu me parles d'ici, du resto, du Cascaral, et de qu'est-ce qui t'a amené à monter ce resto. Toi, j'avais lu quelque part que tu avais toujours voulu venir en Colombie à un Ouais. moment donné. C'est le Ouais, cas? ouais, c'est vrai. Bah, en fait, Et comment t'intègres, du coup, tes deux cultures et ce que tu as vu ailleurs dans ta cuisine aujourd'hui et dans la manière dont tu gères ton... bah, en fait, l'envie de venir en Colombie, c'est quelque chose qui m'est venu très tôt, très tôt. Moi, en fait, quand tu grandis dans les années 90 et à l'étranger et que tu as une origine colombienne, bah, à l'époque, c'était pas très cool. Bah, parce que à chaque fois que t'allumais la télé, enfin la Colombie, c'était pas quelque chose de, ça allait pas être quelque chose pas glamour, quoi. de positif. Ouais. Moi, je me rappelle toujours ma mère, dès qu'elle entendait Colombie, au JT, elle changeait. Ah ouais. Elle changeait. Elle avait ce truc où bah, ça allait parler mal. C'est une réalité. Enfin, c'était une réalité. Bah, dans ces années-là particulièrement, en plus. Hein. Ouais. Surtout que, voilà, enfin, on parle des années 90, donc c'était compliqué. Et pour moi, il y avait comme un côté un peu. Je disais pas que j'étais colombien. Ouais. Parce que, bah, forcément, même si ma mère en était fière, et elle en est toujours, mais il y avait ce côté, enfin, voilà, enfin, c'est bizarre, enfin, Colombie, là, tu changes la télé, enfin, quand tu disais Colombie, enfin, même moi, je l'ai vécu, ma mère, pendant beaucoup d'années, elle avait juste la résidence française, et en fait, à chaque fois qu'on voyageait, vu qu'on voyageait beaucoup, bah, ma mère, elle avait le passeport colombien, et moi, j'avais le passeport français. Ok. Ma mère s'est jamais changé son nom de famille, donc on avait deux noms de famille différents. Ah. Et ma mère est blanche. Donc, ma mère est colombienne, mais elle est blanche. Blanche de peau. Et moi, je suis mat de peau. Donc, forcément, moi, à chaque fois, je me rappelle, chaque fois qu'on passait les douanes à l'aéroport, quand on venait de France, n'importe où, c'était checker le passeport de ma mère, regarder ma mère, il checkait mon passeport, il me regardait. Et ma mère, elle me disait à chaque fois, bon, bah, tu vas m'attendre. Et à chaque fois, il mettait ma mère de négocier, quoi. côté. Il disait, mais pourquoi vous êtes colombienne? Ah, parce que bah, les gens, ils pensaient que ma mère, enfin, que la dame, elle avait kidnappé, peut-être. Ah ouais. Un passeport français, enfin, Ça doit pas être les tellement noms, dur en tant que parent. pas les noms de famille. Moi, c'est quelque chose que j'étais habitué. Moi, je savais. Il me mettait sur le côté, il me posait 2-3 questions. Mais c'est qui la dame? C'est ma mère. Mais pourquoi elle a un passeport colombien? Bah, parce que ma mère est colombienne. Mais pourquoi toi? Et pourquoi le nom de famille? Donc, du coup, c'est quelque chose que, enfin,
d'une certaine façon, c'est quelque chose que je disais pas. Je disais pas que j'étais colombien. Forcément, bah, quand tu t'appelles Andrés Fernandez, ça sonne. Ouais, je disais, voilà, enfin, moi, j'ai des origines hispaniques, je disais. Mais aux alentours de mes 14 ans, j'ai commencé à venir seul en Colombie. Ok. C'est-à-dire que, on a dû dire à ma mère, enfin, moi, je pouvais voyager seul. J'avais toute ma famille ici, donc, et j'ai commencé à voir une autre Colombie. Enfin, j'étais pas avec ma mère, couvé un peu, où bah, je sortais avec mes cousins qui étaient un peu plus grands. Ouais. Vu que, enfin, moi, à 14 ans, je faisais 1m60. Enfin, à 14 ans, moi, je faisais la taille que je fais aujourd'hui. Ok. Donc, j'ai grandi super vite. Et après, j'ai plus grandi. Mais donc, ça veut dire que, enfin, 14 ans, je faisais pas 14 ans. Donc, je sortais avec mes cousins qui étaient un peu plus grands. Et en fait, j'ai vu une autre Colombie. Enfin, j'ai vu une Colombie, pas la Colombie de la télé, pas la Colombie que ma mère me montrait un peu. J'étais enfant, donc forcément très protectrice. Non, j'ai vu une Colombie avec des gens qui étaient très sociables, très gentils. Quand je leur disais que j'étais français, les gens ils étaient ah ouais la France. Enfin, tout de suite, il y avait pas il y avait toujours cette curiosité de savoir qui j'étais sans me connaître. Beaucoup beaucoup de choses que j'avais pas en fait jamais que j'avais jamais vues. Enfin, une Tu as passion. vécu la Colombie par tes propres yeux Exactement. et pas Exactement. via quelqu'un ou Exactement. Et au final, enfin, je me disais, mais attends, mais enfin, c'est pas ce qu'on dit en fait. Il y a forcément des problèmes, mais il y a il y a du négatif, mais il y a aussi beaucoup de positif. Et le positif, en fait, je le connaissais pas encore. Et j'ai commencé, tu vois, à chaque fois que je revenais, non, je dis à ma mère, maintenant, je vais y aller seul. Ma mère, enfin, elle me disait, non, moi, j'y vais là. Ah non, moi, j'y vais au mois de juillet. Elle voulait y aller au mois d'août. Moi, je vais, non, j'y vais au mois de juillet. Et j'ai commencé à voyager. Ouais. Oui, parce que du coup, vous n'êtes pas de Bogota. Donc, en plus, c'est pas comme si tu étais dans la capitale, quoi. Non, non, Tu ouais, vivais la non. Colombie. Donc, du coup, tu vois, enfin, moi, à chaque fois, je faisais une escale à Bogota. Je restais, j'avais mes cousins les plus grands qui étaient ici à Bogota. Après, j'allais à Pasto dans le sud. Mais après, voilà, enfin, j'ai commencé à voyager. Et c'est là où j'ai commencé à dire, ouais, en fait, la Colombie, enfin, de voir un match de foot ici en Colombie, quand il y a l'équipe nationale qui joue, c'est quelque chose. La deuxième religion nationale, le foot. C'est quelque chose qui est très spécial. Enfin, enfin, tout le monde a le maillot de la Colombie. Enfin, tu peux être un chauffeur de taxi, un éboueur, un avocat, un docteur, un ministre. Enfin, tout le monde est derrière la télé. Tout le monde crie pour la Colombie. Enfin, et il y a plein de choses où, enfin, la nourriture. Ici, on a un pays qui est super, enfin, qui est multiculturel. Alors voilà, enfin, on a les descendants espagnols, les natifs, la population afro et le mix un peu de tout ça aussi. Et enfin, c'est vraiment quelque chose. Enfin, c'est un pays où je dis, je suis pas né colombien. Enfin, je suis né français pour moi. Ouais. Je suis né français. En plus, je suis né en plein centre de Paris, enfin, l'Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu, c'est à côté de Notre-Dame, c'est le point zéro de Paris où c'est là. Donc, plus parisien, c'est pas possible. Mais colombien, pour moi, je suis pas né colombien. Et je le suis devenu aux alentours de mes 14, 15, 16 ans. Et c'est là où j'ai changé. Et après, je sais pas quel voyage, j'ai décidé d'être fier de ses origines et de dire que j'étais franco-colombien. Voilà, Et ça a été pris comment, du coup? Après, moi, mes cousins, ils ont toujours rigolé. Mes cousins ici, ils disent que je suis plus colombien qu'eux. Ça, c'est intéressant. Parce que souvent, quand on est binational, on a tendance à nous reprocher de ne pas être assez de l'un. On dit non, mais tu vois, je sais pas, ici, j'en parlais avec ils disent que je suis plus colombien. un artiste de graffiti qui est venu sur le podcast aussi, Fauzi, qui disait qu'en Tunisie, on lui disait qu'il était français, en France, on lui disait qu'il était tunisien. Là, tu me dis là, c'était plus colombien que Ouais, mes cousins, ils me disent que je suis plus colombien qu'eux. Et après, de mon côté, en France, enfin, les gens, ils sentent, enfin, je suis très fier d'être français aussi. Donc, je pense que je me sens vraiment moitié-moitié. Et ouais, non, mes cousins, ils me disent, et en plus, ce qui est très drôle, c'est que, enfin, moi, j'ai beaucoup de tatouages, mais mon premier tatouage, je me suis tatoué Colombia. Okay. Colombia, ok, le mot. En lettres gothiques, ouais. En lettres gothiques. Je m'en rappelle, ma mère était partie en Colombie. Moi, j'étais resté en France et j'avais 16 ans. Et en fait, ce tatouage, je me le suis fait
Dans le sens où, enfin, je savais que j'allais avoir des tatouages. Mon père avait beaucoup de tatouages, donc je savais que D'accord. j'allais avoir des tatouages. Et pour Tu moi, en commençais fait, ton œuvre. ouais, et pour moi, c'était une façon de dire, voilà, enfin, j'ai plus honte de dire que je suis colombien. C'est l'origine de ma mère. Enfin, c'est de là elle vient. Je parle l'espagnol. Enfin, j'y vais tous les 2 ans. Je chante une connexion avec ce pays. Et donc voilà, enfin, je peux plus l'effacer. Enfin voilà, c'est là. Ouais. J'ai toujours. Maintenant, il est recouvert de plein d'autres choses. Mais au Oui, final, il est là. ouais, et c'était très drôle parce que quand j'ai dit à ma mère, elle était tellement fâchée parce vrai. elle aime pas du tout les tatouages. Mais quand je lui dis que je m'étais tatoué la Colombie, à un moment, elle a eu ce côté énervement, mais émotion parce que bah voilà, enfin, Fierté on va de- faire voilà. Donc c'est ouais. quelque chose de très bizarre. Donc du coup, voilà, enfin, mon envie de venir en Colombie, elle était là. Après voilà, enfin, mon métier de cuisinier a fait que c'était beaucoup plus facile de venir en Colombie Ouais. en faisant ce Vraiment, métier-là Ah oui, oui, que en faisant un autre métier. bien Enfin, sûr. Ah, si t'étais donc, dans le droit, ça serait pas ouais, été c'est la un même, peu quoi. compliqué. C'est un peu compliqué. Donc au final, bah, quand j'ai fait mes études de cuisine, je suis revenu en Colombie, je pense à mes 19-20 ans. Et en fait, j'ai commencé à voir les produits, les fruits qu'il y avait ici d'une autre façon. Où je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable en fait. Enfin, j'avais pas réalisé. Enfin, les fruits qu'on avait ici, les racines qu'on avait ici, toutes les herbes qu'on avait ici. Et en fait, bah, même avant de faire la cuisine, enfin, je réalisais pas qu'une tomate, c'est ça. Et j'ai commencé à apprendre ça, bah, justement, en étant dans une école de cuisine. Mm. Et je me suis dit, en fait, il y a tellement de choses ici que je peux appliquer de ce que j'ai appris en France. Ouais. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est qu'à chaque fois que je venais en Colombie, bah, j'allais dans les meilleurs restaurants de Bogota. Ok. Vraiment, enfin, c'était drôle parce que t'imagines un jeune de 20 ans qui va dans les restaurants où c'est que des politiciens, que des avocats, enfin, que des gens qui sont riches. Ouais. Bah forcément, moi j'arrivais avec des euros, donc moi ça me coûtait pas très cher. Plus Mais facile. moi j'arrivais, je m'asseyais tout seul à la table et je commandais des trucs à la carte. Tu sais quoi que tu me recommandes? Et j'allais chaque fois je faisais ça. Ok. Je faisais 2-3 restaurants pour voir en fait le niveau qu'il y avait en Colombie. Ah, ok, d'accord. Je le faisais d'une façon préparais professionnelle. déjà. Ouais, ouais. Et en gros, bah forcément, les premiers restaurants que j'ai visités en 2010, je dis waouh, on est loin. Enfin, on est loin de ce qu'on faisait en France. Ouais. Il y avait un potentiel, mais je me dis, ouais, enfin, c'est quand même. Enfin, moi, je travaillais déjà dans un restaurant. Enfin, il n'y avait pas encore d'étoiles, mais enfin, c'est un restaurant qui a gagné 2 étoiles. Bah Enfin, oui, c'est un. c'était déjà Enfin, sur un mode de fonctionnement, en tout cas. Et, Voilà, un enfin, travail, et je me disais, waouh, enfin, il y a encore du taf, mais il y avait un potentiel. Et à chaque fois que je revenais, il y avait un nouveau restaurant qui faisait quelque chose un peu plus avancé, un peu plus moderne. Et je me disais, en fait, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et moi, je disais à mes cousins, moi, je vais venir en Colombie monter un restaurant. Ils me disaient, mais t'es fou. Ils me disaient, mais Reste en France. qu'est-ce que tu vas venir en Colombie? Mais si on n'a pas la culture de la nourriture, je suis OK, peut-être, mais enfin, il y a le produit. Bah, il y a la culture de la nourriture, mais pas de Ouais. la haute gastronomie. Pas de la quoi, haute c'est ça. gastronomie. Donc forcément, Parce vous que quand voyez. tu parles un Colombien de cuisine, c'est genre ouf. Ouais, ouais. Mais c'est plus un peu, je trouve un peu comme certains types de cuisine italienne, cuisine ligure, la cuisine pauvre, enfin du pauvre en fait. Oui, Il y a mais un la peu ce cuisine- côté-là. De... Mais du coup, enfin, ouais, forcément, vous voyez Japon, machin, enfin. Ah bah ouais, là, c'est- Donc, enfin, voilà, enfin, mais moi, j'étais là, enfin, c'est impossible. Enfin, il y a un potentiel, il y a un potentiel. Et moi, à chaque fois, je me rappelle, enfin, moi, tu demandes à des potes à moi depuis quand j'ai envie d'aller en Colombie. Enfin, moi, je me rappelle l'avoir dit à un de mes profs de cuisine qui aujourd'hui est meilleur ouvrier de France aussi. Et il me disait, mais si tu vas aller en Colombie, t'es complètement fou. Et qu'aujourd'hui, on se parle et il me dit, ah, ça. Enfin, tu vois, enfin, et je dis, enfin, que je lui rappelle quand je lui disais ça, il me fait, ouais, mais franchement, tu as cru et les choses ont fait que aussi, bah, il y a eu une grosse évolution de la cuisine colombienne. Enfin, ça a mis du temps. Ça a mis du temps parce que je te dis, à chaque fois que je venais ici, à chaque fois que je demandais à mes cousins, c'est quoi le meilleur restaurant? Ils me disaient un restaurant péruvien, un Oui, mexicain, c'est vrai que, un français, un italien. c'est plus connu. Et je me disais, mais attends, je suis en Colombie, enfin, comment ça? Et à partir de 2018, il y a eu un boom où il y a des restaurants qui ont commencé à. Il y en a qui étaient là depuis longtemps, mais ont commencé à comprendre qu'utiliser le produit local, c'est ce qu'il fallait faire. D'autres des chefs qui étaient colombiens, qui étaient à l'étranger, qui sont revenus et qui ont commencé à ouvrir des restaurants avec une philosophie européenne, mais avec des produits colombiens. D'accord.
Et il y a cette évolution où quand j'ai commencé à voir, pam, restaurant en Colombie, ah, putain, je suis en Australie, j'entends parler, et je commence à regarder ce qu'ils font, je me dis, ah ouais. Ça y est, ça Et, vient. et voilà, et je venais ici, et putain, j'allais à ce restaurant-là, je fais, ah ouais, là, je commence à voir quelque chose qui se ressemble à ce qui pourrait être ma cuisine, ou à une évolution. Donc, au final, voilà, enfin, je me suis dit, ouais, c'est bon. Je finis mon La séjour. Colombie est prête pour moi. Je finis mon séjour en Australie et je vais en Colombie. Forcément, il y a eu le Covid entre-temps, donc ça ralentit un peu ma venue. Mais voilà, enfin, la Colombie, c'était une évidence. Et après, voilà, enfin, sur le papier, je pensais que ça allait être beaucoup plus simple. Et en réalité, ça a été beaucoup plus difficile que prévu. Pour quelle raison? Bah, plein de choses, hein. Enfin, tout est différent ici au final. Tout est différent. Tout est différent. Donc dans le premier, j'avais ouvert au début Cascaral, que j'ai dû fermer après un an et demi. Bah, j'ai fait beaucoup d'erreurs comment j'ai oublié le mot en français D'accord, en espagnol. de emprendimiento, D'entrepreneuriat. d'entrepreneuriat exactement, parce que bah forcément, enfin, tu peux être un très bon cuisinier, mais avoir une entreprise, c'est autre chose. Ouais. Et vu que je me dis, on est en Colombie, ici c'est facile, enfin, t'es dans un pays du tiers-monde où tu vois, les choses c'est plus tranquille. Moi, je pensais qu'ici on payait pas trop d'impôts, alors que pas du tout. Alors qu'ici tu payes plus d'impôts qu'en France, tu vois pas les impôts. En France, on se plaint beaucoup. C'est pour ça maintenant je peux comparer. En France, on se plaint, mais en France on a la sécurité sociale, il y a un trou dans la route, là, en moins d'un mois c'est. Non, ici les trous dans la route, voilà, enfin, c'est fou. voilà, enfin, ici il y a, enfin. En France, on a tellement de choses et tu les vois. Mais forcément, tu payes, ouais. Mais t'as tout, enfin, l'éducation, tous ces trucs-là. Mais ici en Colombie, tu payes les impôts, tu les vois pas. Et voilà, encore une fois, voilà, moi, j'avais pas la notion du peso, la valeur du peso ici, donc moi, j'avais tout dans ma tête. Donc voilà, moi aussi, pour moi, au début, tout me paraissait pas cher. Mais vu que, même si je suis colombien, enfin, ils me voyaient comme un étranger au final. Ils me voyaient comme un étranger, donc ils me voyaient avec des euros. Donc en fait, plein de prix que je payais, enfin le loyer que j'ai payé dans le premier restaurant, je payais le double de ce que des restaurants top ici qui sont là depuis longtemps payent. Donc au final, j'ai fait plein d'erreurs aussi. Enfin au début de chercher les fournisseurs et tout ça, ça a été difficile parce que bah forcément j'ai beaucoup d'exigences. Et ici, vu qu'il y a des bons restos, mais ils n'ont pas l'exigence que j'ai, ils n'ont pas travaillé dans ces restaurants top. C'est ça. Donc ils ont travaillé dans les bons restaurants. De confiance finalement avec tes Donc du coup, fournisseurs, c'était assez difficile, enfin parce que moi, j'arrivais, il y avait des fournisseurs qu'on me recommandait qui servaient les meilleurs restaurants de Bogota, et au final, ils me disaient, ouais, mais nous, on leur vend au meilleur. Et toi, toi, tu viens, t'as même pas le meilleur. T'as pas encore ouvert et t'es exigeant avec nous. Et moi, je leur dis, bah écoutez, moi, je viens de ces restaurants-là. Au Japon, bah, le poisson, c'était comme ça. Enfin, là, le poisson, il va pas, ça va pas. Donc, au final, il y a eu ce côté-là. Mais bon, après, je pense pas que ce soit un côté problématique. Il y a ce côté intéressant parce que tu vois l'évolution aussi des produits que j'ai aujourd'hui. Mais voilà, enfin, surtout le côté entrepreneuriat et aussi le client. Le client, c'est pas le même qu'en France. Faire ce type de restaurant-là en France, je sais que voilà, enfin, c'est quelque chose qui est très apprécié. Quand on est français, on a cette culture de la gastronomie, alors qu'en Colombie, il n'y a pas cette culture de la gastronomie. Il y a une culture de la nourriture, mais pas de la haute gastronomie. Donc au final, même pour mes cousins, enfin, j'ai dû les éduquer. Après, forcément, bah eux, c'était mes premiers socios, mes premiers associés dans le premier restaurant, donc ils ont compris. Mais il y a un côté éducation au public colombien. Et est-ce que du coup, tes clients, ils sont plus à l'aise, etc. Ils viennent plus vers toi quand ce sont des Colombiens qui ont voyagé et qui ont vécu? Ouais, toujours. Moi, j'ai beaucoup, par exemple, moi, je sais qu'il y a un groupe de Colombiens un peu aisés, de Colombiens aux États-Unis, et je sais qu'il y a eu un poste de mon restaurant. Et chaque fois, j'ai des Colombiens américains, enfin des Colombiens qui habitent aux États-Unis, qui viennent ici. ils prennent un pied, ils dépensent,
parce que forcément, bah, c'est moins cher qu'aux États-Unis. Bah ouais, et puis Et en ils- plus, il y a le côté, c'est la maison, mais avec le niveau. Voilà, exactement. Donc, ils aiment beaucoup. Voilà, enfin, les étrangers, forcément, ils aiment. Mais après, voilà, les Colombiens, c'est un challenge parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, qui savent pas ce que c'est un menu de dégustation, qui viennent pour la première fois et qui sont surpris. Enfin, je t'avais raconté, je pense, c'était il y a 3 semaines, c'était un couple. Le monsieur était un peu plus âgé et sa femme était fan, avait eu une passion, enfin c'est quelque chose d'assez nouveau, une passion des restaurants gastronomiques colombiens. Donc ils avaient fait une liste, ils avaient commencé à faire, et nous on était le troisième restaurant qu'ils faisaient. Et dans les autres restaurants, ils n'avaient pas fait le menu dégustation. Ah. Moi je les ai convaincus et le monsieur, je voyais, il était pas pas très fan. Enfin, non, la carte. Parce que le fait de lui dire qu'en fait, il n'allait pas Tu vas choisir, pas choisir, ouais. Leur apprendre le choix. je vois, il n'était pas très. Il était pas. Je sais pas, enfin, il sentait qu'il n'allait pas passer un bon moment. Ouais. Bah, les canapés arrivent, forcément, menu dégustation très. Enfin, ce que je fais ici, c'est structuré comme à la française. Donc, commence avec les canapés. Les canapés, c'est des bouchées. Donc, ils voient les. Quand t'as l'habitude de la bandeja paisa, Voilà. Donc il voit les bouchées et c'est pas moi qui amène les canapés, c'est une de mes cuisinières. Et nous, le fait d'avoir une cuisine complètement ouverte, bah, on voit les réactions des gens. Et moi, c'est important. Moi, je leur dis à mon équipe donc, comment il a réagi, comment il a vu. Et elle m'a dit, ouais, il a fait une tête un peu et c'est difficile parce que voilà, quand tu commences comme ça, la dame était très contente. Et lui, il a commencé avec une tête un peu comme ça. ouais. Ça s'est que c'est- amélioré. Bah, ce qui était très drôle, c'est qu'à la fin du repas, celui qui a été le plus content, c'était le monsieur. Mais parce qu'il a été surpris. Il a été surpris, il était Finalement, plus il partait enthousiaste. tellement bas Ouais, que- enfin, moi, ça m'a surpris parce qu'en fait, celui qui a le plus parlé à la fin, c'était lui et pas elle. Ah, c'est- Et c'est elle qui était un peu la foodie, enfin, qui avait fait la démarche de le ramener. Et je sais que, enfin, même quand je lui avais parlé, il était un peu. Et quand je sais que, enfin, voilà, enfin, la tête qu'il a fait quand on lui a ramené les canapés, il n'était pas. Il a pensé que tout le repas allait être comme ça, je pense. Ouais. Je sais pas ce qu'il a pensé, mais. Et il m'a dit, enfin, voilà, enfin, j'ai pris une claque, enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Et on parle d'un monsieur qui a à peu près une soixantaine. Ouais. Et qui m'a dit, enfin, moi, je savais pas ce que c'était un restaurant comme ça. Enfin, moi, je m'attendais pas à ça. Enfin, moi, je vais commencer à en parler à mes amis, mais parce qu'ils connaissent pas non plus. C'est comme ça que la culture elle change aussi. Voilà, ils connaissent pas non plus. Et pour moi, enfin, ça, c'est un gros challenge. Enfin, ça, de voir, enfin, c'est arrivé plusieurs fois, non? Mais de voir ça, qu'un gars, enfin, c'est la première fois qu'il fait un restaurant gastronomique, et c'est le mien, que c'est quelqu'un qui a 60 ans à peu près, et qu'il ait pris une claque. Parce que, enfin, vraiment, enfin, c'était lui qui a le plus parlé. Enfin, putain, c'est incroyable, ça, je m'attendais pas du tout. Ça, ouais, les saveurs, enfin, C'est bon. et que, enfin, tu le voyais, enfin, son côté foodie sorti. Ouais. Et c'était drôle. C'était vraiment- L'émerveillement était là. et Quoi. c'était vraiment drôle. Et tu vois, c'est ce genre de truc, enfin, c'est ce genre de personnes-là où tu te dis, waouh, enfin, je suis en train de bien de faire mon travail. Mais le truc, c'est que en France, enfin, surprendre quelqu'un de 60 ans, enfin, Oui. ça arrive pas, tu vois. Ces domaines-là. où- Bah non, enfin, en c'est France, plus normal, enfin, dans notre culture, enfin, voilà, enfin, la nourriture, c'est. On fait même, pas forcément des restaurants étoilés, mais il y a des restaurants très bons. Enfin, il y a cette culture. Il y a cette culture. Et au final, ici, il faut prendre le temps d'éduquer les gens, de leur montrer ce que c'est un menu de dégustation. Parce que le problème, c'est que les premiers restaurants qui ont fait des menus de dégustation, ils l'ont fait sans le savoir. Ils l'ont fait parce qu'en France, on le faisait, aux États-Unis, ils le faisaient. Donc, il y a beaucoup de dégustations ici où tu manges et t'as faim. Enfin, tu repars avec ta Bah, faim. c'est un peu, mais même en France, on a un peu cette image-là de oulala, attention, on va aller dans un truc Oui, gastro, parce que- on va ressortir, on va avoir faim. Oui, parce qu'en fait, les premiers qui ont fait des dégustations, bah forcément, ça a été mal fait. Ça a été mal fait et il y avait ce côté. En fait, en plus, les gens ils voyaient les portions petites et au début, les portions étaient petites et très petites. Ouais. Parce que bah on n'avait pas l'habitude de le faire. Après, on a appris. Maintenant, enfin, un dégustation normalement, si c'est bien fait, enfin, t'as mangé à ta faim. C'est bien Ouais, équilibré. c'est bien équilibré. Et tu vois, en plus, enfin, entre un gars de 2 mètres et
une personne Oui. d'un mètre 50. Ah bah ouais. Mais au final, enfin, moi, j'ai jamais eu de plainte. Enfin, j'ai très peu de fois où j'ai un client. Moi, j'avais des clients qui venaient, ils me disaient, ouais, on est parti manger un menu de dégustation dans tel resto. On est parti, on est sorti, on est parti manger un hot dog ou un burger. Et moi, je suis là, enfin, tu sais, genre, en train d'essayer de les convaincre. Moi, je leur disais, moi, je pariais avec des clients. Je disais, écoutez, si vous sortez avec et vous avez faim, moi-même, je vous paye le burger. J'adore. Et je te jure, une fois, le client, il a rigolé, c'est une table de 8. Et il a fait OK. Il a aimé que je lui ai dit, Ouais. que je lui ai dit ça. J'ai dit, ici, on va bien manger. Ici, vous allez bien manger. Et les gars, enfin, ils étaient ravis. Enfin, je vous paye le burger. Et non, franchement, là, on est top. Enfin, non, on est très bien. Et au final, c'est ça aussi. Enfin, il y a ce côté d'éduquer les gens parce que voilà, il y a des restaurants qui font dégustation, mais c'est pas forcément très bien fait. Mais vu que c'est des référents, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, les gens ont ça comme référent. Oui, leur définition d'une dégustation, c'est ça. Et quand tu es nouveau, forcément, moi, je pense que quand j'ai ouvert mon restaurant à Bogota, je pense que s'il y avait même, je crois qu'il y avait 3 ou 4 restaurants avec le menu dégustation. Ouais. Et je te parle d'il y a 4 ans. Enfin, Ah oui. ah ouais, Ça fait encore longtemps, ouais. donc, tu vois, c'est quelque chose d'assez nouveau. Après, voilà, il y a ce challenge. C'est pour ça que moi, je me dis en Colombie, j'ai rouvert un restaurant, j'ai fermé l'autre en disant, voilà, c'était difficile parce que j'ai dû fermer parce que soit je perdais tout ou soit je fermais, je récupérais ce que je pouvais récupérer, je restructurais le restaurant. Ça a été très difficile de fermer le restaurant parce que les gens aimaient beaucoup, mais au final, ça générait pas assez d'argent, j'avais mal fait les chiffres et j'ai dû fermer, c'était difficile et j'ai eu de la chance, j'ai pu rouvrir dans la même année. Tu garder une bonne partie de ta clientèle. Garder une partie de la clientèle, de récupérer tout le matériel que j'ai pu. Forcément, j'ai perdu beaucoup d'argent dans les travaux. Mais il y a ce côté où, si je suis ici, c'est que j'ai envie de réussir ce pari-là. J'ai vraiment envie de me dire, voilà, je suis allé en Colombie où c'était le début de la gastronomie et j'ai changé les choses. Encore une fois, moi je sais que le restaurant là, celui-là, ça a repris du temps. Il faut que tout est progressif. Oui, il faut se mettre en place. Surtout qu'en ce moment en Colombie, la politique fait que les gens sont un peu. En plus, je suis arrivé dans les années les plus compliquées de la Colombie. Je suis arrivé où le gouvernement change. C'est la première fois qu'il y a un gouvernement de gauche en Colombie. Et ça a beaucoup impacté l'économie dans le pays. Tous les gens qui ont l'argent pour en dépenser, dépensent plus. La plupart sont partis à l'étranger en attendant de revenir et que ça change. Donc c'était pas le bon timing, mais bon. Après voilà, je me dis toujours que mon objectif c'est ça, de faire changer les choses. Et c'est pour ça, je me dis, il y a plein de gens qui me disent, plein de potes à moi qui me disent, mais pourquoi t'es pas en France? En France, tu fais ce que tu fais, ça cartonne, ça marche. Oui. En plus, tu fais ça à Paris, t'es chez toi, donc forcément, t'as tous les contacts. Même si ça fait longtemps que j'ai pas travaillé en France, j'ai tous mes potes qui sont à Paris, chefs. Mais ici, je le vois plus comme une mission. Je le vois plus comme, je sais que en France, je pense que je peux avoir un très bon restaurant, être un très bon chef. Mais est-ce qu'en France, je peux impacter la gastronomie française? Je sais pas. Il y a tellement de bons chefs. Il y a des gars qui sont tellement bons. Il y a un qui est en niveau. Moi, je le considère un très bon cuisinier. Mais il y a des cuisiniers qui sont incroyables. Et puis la France est prête pour ça. La culture française est déjà là pour la gastronomie. Voilà, donc c'est très difficile d'impacter. Aujourd'hui, quand on voit, il y a un chef qui est décédé il y a pas longtemps, c'est Michel Guérard. Des anciens 3 étoiles. C'est des gars qui ont eu pendant 60 ans 3 étoiles Michelin. C'est des gars. Aujourd'hui, je pense que nous impacter la gastronomie, ça va être difficile comme ça. Même les générations de maintenant, de faire quelque chose d'aussi innovant, c'est difficile. Mais ici en Colombie, je peux faire quelque chose. Je peux faire quelque chose
pour moi, c'est quelque chose qui est au début, et même s'il y en a qui ont quelque chose déjà un peu commencé à écrire l'histoire de la gastronomie en Colombie, moi, je veux faire quelque chose de différent. Pas que sur la cuisine, même sur la façon d'être avec les gens, la façon d'apprendre, d'enseigner la cuisine. Moi, je suis quelqu'un de très tranquille, très calme. J'ai mon équipe depuis le début, alors qu'on a changé de restaurant, alors qu'eux, ils sont partis dans d'autres restaurants, ils sont revenus tout de suite. Et vraiment, le fait d'être français, aussi d'être un ambassadeur, parce que si ça se passe bien pour moi, en France, forcément, bah, je suis français, donc ça va savoir. Donc, ils vont dire, ah, il y a un Français. Tu vas être invité dans des podcasts, tout ça. Exactement. Donc, ils vont dire, ouais, il y a un Français qui fait de la haute gastronomie en Colombie et qui met en valeur ses produits colombiens. Donc, au final, pour moi, j'allais dire un truc, mais j'ai bugué, pardon. Par exemple, bah, j'ai eu l'article dans le Figaro qui, pour moi, était quelque chose de top, tu vois. Je suis en Colombie, je suis à Bogota et j'ai un article dans le Figaro où le titre, c'est le meilleur cacao du monde. Et c'est une phrase que je dis dans l'interview que je fais aux journalistes. Et pour moi, voilà, il y a tellement de personnes qui m'ont écrite. Dont moi. Exactement, dont toi. Pas pour le podcast à la base, pour collaborer sur mon audio. Exactement, donc qui m'ont dit, waouh, ah ouais, la Colombie, ouais, le cacao, et du coup, en fait, voilà, je pense que en étant franco-colombien, je peux apporter ça aussi à quelque chose qui est très important pour moi. Depuis que je suis arrivé en Colombie, il y a eu le Bocuse d'Or. Oui. La Colombie, le Bocuse d'Or, c'est la Coupe du Monde de la cuisine créée par Paul Bocuse en 87, et la Colombie n'avait jamais réussi à aller en finale. Donc la finale, c'est toujours à Lyon, donc où il y a les 5 meilleurs, pays de toute l'Amérique. Oui. Donc ça inclut l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et Sud, qui vont à la finale. Et la Colombie ne s'était jamais qualifiée. La première fois qu'elle s'est qualifiée, c'est en 2021. Et c'est là, en fait, où j'ai rencontré l'équipe pour la première fois. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours fait partie de l'équipe, j'ai toujours soutenu l'équipe. Et ce genre de compétition-là, voilà, c'est de dire que la Colombie, les gens ne savent pas, connaissent pas encore la Colombie. Les gens. Des visibilités différentes. Exactement. Quand tu dis Amérique latine, on va dire, voilà, tu situes le Mexique, en nourriture, je parle. Le Mexique, le Pérou. C'est les deux où tu vois, où tu Argentine, dis. Un peu. Argentine, ouais, mais c'est parce que c'est plus européen. Ouais. Parce que tu dis les vins, la viande, c'est surtout ça que tu identifies. Mais au final, le Bocuse d'Or, j'ai vu l'impact qu'on pouvait avoir. Et c'est pour ça, là, je peux en parler. C'est pour ça que j'ai bugué tout à l'heure. Parce que par rapport aux dates, parce que je suppose que le podcast va sortir. Quand est-ce qu'il va sortir ? Il sortira qu'à la rentrée, le podcast. Donc très bien. Bon, j'espère que voilà. Là, je me suis présenté pour la première fois pour être candidat pour la Colombie. Ok. Donc, pour moi, c'est un gros challenge. Voilà, je peux dire la date d'aujourd'hui. Ouais. Voilà, on est en mai. On est le 20 mai. Le 20 mai, donc ils ont sélectionné. J'ai été sélectionné parmi les 4 possibles candidats pour représenter la Colombie. Donc, au mois d'août, le 25-26 août, il y aura une sélection nationale. D'accord. Donc, on va faire un concours de cuisine, un mini Bocuse. Et celui qui gagnera, ce sera celui qui va représenter la Colombie au Bocuse d'Or. Donc, pour moi, voilà, j'ai cette motivation parce que je suis français et que je vais représenter la Colombie. Voilà, donc au final, ça va être quelque chose de très spécial pour moi. Et voilà, encore une fois, forcément, il y a ce côté où je le fais pour moi. Concours toujours personnel, mais aussi il y a cette fierté de pouvoir montrer le potentiel de la Colombie, montrer les ingrédients et de faire une belle compète pour justement, voilà. Quand je disais, c'est quelque chose, moi, tout était dans ma vie, j'ai toujours prévu ce que j'allais faire. Je sais que j'allais faire mes études entre mes 16 et 20 ans. Voilà, je me suis toujours projeté à mes 20 ans, je me dis, quand j'aurai 30 ans, plus de 30 ans, j'aurai en Colombie, mais entre mes 20 ans et 30 ans, j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir le monde. C'est ce que j'ai fait, j'ai voyagé partout. J'ai vécu en Australie, en Japon, en France, maintenant en Colombie, mais entre-temps, j'ai voyagé énormément.
le Bocuse, c'est pas quelque chose qui était dans mes projets. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé, Présenté comme ça. qui s'est présenté il y a 4 ans et maintenant c'est devenu ok. Je suis parti de l'équipe. Au début, moi, c'était pas pour moi. Pour moi, au début, il me disait depuis le début, il me disait ah tu veux pas être candidat? Non, pour moi ça m'intéresse pas. Moi, je veux aider l'équipe. Ouais. Mais au final, je me suis dit ouais, je peux. Ma meilleure façon d'aider l'équipe, c'est d'être candidat et de faire une belle campagne. De faire une belle campagne et de justement le fait d'être français. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que vu que à chaque fois je suis au Bocuse avec l'équipe de la Colombie, le fait d'être français, tous les organisateurs sont français, les chefs les jurys sont français, Tu enfin étais pas à l'école, tous. hein. Donc en fait, il y a ce côté où en fait ils regardent plus la Colombie. Il y a un documentaire qui était tourné, qui n'est pas encore sorti, qui va être incroyable, sur le Bocuse d'Or en 2021. Ok. Et il y a les gars qui faisaient le documentaire, c'est des Français. D'accord. Et en gros, le fait que je sois français, en fait, il s'attendait pas. Enfin, moi, quand il est venu, je lui ai parlé en français tout de suite. Il m'a dit, Ouais. ah, putain, mais ouais, je suis franco-colombien. Et le gars, il a eu une affection avec l'équipe, Ça crée du un fait, lien. voilà. Ouais, Il y a eu ce lien, et c'était tellement drôle parce que quand on était au Chili, en 2000, là, c'était pardon, je dis en 2021, mais c'était en 2022, pour les qualifs de la finale de 2023. Tous les Français qui étaient là, ils étaient pour la Colombie parce que j'étais le c'est seul vrai. Français Excellent. qui était dans une équipe. Enfin, tu vois, il y avait les États-Unis, Ouais. le Chili, et tous les Français. Il y avait tous les sponsors qui Ouais. étaient là. Enfin, sponsor du foie gras français, sponsor de la veste de cuisine, c'était français. Ouais. Ceux qui faisaient le documentaire, c'était français. Et ils étaient en face du box de la Colombie. Ouais, excellent. Et tu vois, il y a ce côté, le français, au final, tu vois, dès qu'il y a un français, on va toujours. Donc, si tu peux avoir Ah ça ouais. pour, Et tu vois, il y avait ce truc où je me disais, putain, Mm. tu vois, enfin, il y a ce truc où je sais que moi, je peux apporter ça. Et au final, voilà, enfin, j'espère que ça va le faire. J'espère que Bah, quand ils vont voir, quand ils vont voir le podcast, Mais je serai le candidat officiel. Mais voilà, au Bah, final, écoute, on enfin, croise les doigts. il y a ce côté-là en Colombie qui me pousse C'est à marquer l'histoire de mon expérience, apporter toute l'expérience que j'ai appris, que ce soit au Japon, en France, en Australie, l'apporter ici. Et je sais que, Faire bouger les choses. enfin, pour moi, je pense que, voilà, si à la fin de ma carrière qu'on dise que Andrés, voilà, enfin, il est arrivé en Colombie, et il a donné il a apporté quelque chose, même si c'est un peu, pour faire évoluer la gastronomie. Voilà, enfin, j'aurais réussi. Après, voilà, enfin, le Bocuse pour moi, d'une façon, voilà, bon, ça fait 3 finales consécutives qu'on y va, qu'on va à la finale, pardon. Moi, je sais que là, les jeunes cuisiniers que j'ai avec moi, je sais que avec la mentalité que je suis en train de leur transmettre, les techniques et machin, je sais que ça va être des très bons cuisiniers. Je sais que Les bases sont là, quoi. je sais que voilà, enfin, il y a ce côté, mais voilà, plus je peux apporter, plus je le ferai. Voilà, j'ai 35 ans, donc au final, c'est que Ça le début. laisse plein de possibilités dans le futur. Ouais. Bon, il va falloir qu'on termine cette interview. Alors, pour 2 raisons. Déjà, parce que ça fait 1h30 qu'on parle. Ok. Je sais pas ce que ça va donner au final. Et surtout que ça y est, il y a des bruits de cuisine et je sais pas si ça va pouvoir se nettoyer facilement. Donc, si vous entendez tous ces bip bip, on est désolé. Je termine par quelques questions bonus en Ok, pas de problème. en rapide. Ok. Est-ce qu'il y a un plat traditionnel qui te parle plus qu'un autre? Français, colombien, Comme tu veux. c'est difficile. C'est difficile, non? Je dirais le sancocho de ma mère, qu'elle faisait le dimanche en France. Une soupe traditionnelle colombienne avec banane, plantain, pommes de terre, enfin, très simple. Plat traditionnel français, c'est tellement difficile, il y en a tellement. Enfin, moi, ça fait longtemps que je suis pas. Ça fait 2 ans que je suis pas retourné en France. Bah alors, quand tu rentres en France, tu veux manger quoi? Waouh, je sais pas. Franchement, je mangerais de tout. Tu vois, je prendrais une table et je mangerais de tout, non? Moi, j'aime les plats très traditionnels. Enfin, un lapin à la moutarde, un bœuf bourguignon. Enfin, vraiment les plats comme ça. Enfin, après, franchement, Les même grands des œufs. Après, tu peux les faire. Enfin, tous ces plats, tu peux les faire Attends, t'allais aussi. dire quoi? Les œufs quoi? Hein? T'allais dire les œufs? Les œufs mimosa. Ah, moi c'est ma Madeleine de Proust. Ah ouais, tu vois, enfin, C'est c'est ma des. grand-mère qui faisait des œufs c'est- mimosa et moi mon plat d'enfance. Enfin, quand t'es français, t'as tous ces plats-là où enfin, pour moi, la Madeleine de Proust, c'est tellement difficile. Ouais. Enfin, je pense qu'en plus, quand t'es cuisinier et quand t'es
français et quand tu es loin de chez toi, en fait, il y a pas un plat que tu vas pas apprécier. Enfin, euh, le foie gras, enfin tout, enfin même, enfin tout, enfin il y a pas un plat. Enfin, si tu me dis quelque chose, il y a pas, c'est difficile, mais. Question bonus 2. Mhm. Est-ce qu'il y a une musique ou un style de musique que tu aimes particulièrement? Bah, encore une fois, enfin, pour moi, je disais avant, enfin, j'ai une très grosse connexion avec la langue française. Ouais. Donc forcément, la musique française, moi, je suis né dans les années 90, donc forcément le rap français, Ok. mais le rap un peu à l'ancienne, pas le rap nouveau. Je sais pas, j'écoute pas trop Mhm. le rap nouveau, mais ouais, le rap, je trouve que, enfin, il y a vraiment de la poésie dans cette musique-là. Enfin voilà. Pas tous, Oui. mais voilà, il y a de la poésie. Mais après, ouais, je pense que ouais, tous les matins, enfin pas tous les matins, mais ouais, je pense qu'un matin sur deux, ouais, T'écoutes ça. j'écoute du rap français, mais parce que c'est pour la langue. Enfin, pas, c'est Ouais. pas. C'est la Et en beauté, plus, comme je te c'est- dis, enfin, des fois, il y a ce rap en français, il y a ce qu'on appelle les punchlines, Ouais. ou en français, je trouve que des fois, c'est tellement bien fait, ou ça match tellement bien. Ça peut être grossier sans être grossier, ça peut être grossier, mais ça sonne tellement bien. Donc je pense que ouais, je dirais le rap français. Enfin, après, j'aime toutes les musiques. Enfin, quand t'as une mère colombienne, quand t'as un père Bah oui. qui a une culture anglo-saxonne, enfin, j'écoute de tout. Mais si tu me dis, voilà, enfin, je peux écouter du reggaeton, si je vais en soirée, ça va être plus de la techno. Ok. Mais si tu me dis à la maison, j'écoute Ouais, quoi? plutôt ça. Ouais, c'est le rap français à l'ancienne. Troisième question bonus sur les 4. Est-ce qu'il y a un rituel que tu aimes particulièrement? Ça peut être une fête, ça peut être une manière de saluer, de montrer le respect. Un rituel, non, 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 non. Je pense, quand j'ai des trucs importants, je suis quelqu'un de pas très religieux, Ok. même si ma mère est colombienne, même si j'ai été élevé de manière religieuse, sur la première communion et tout ça. Mais j'ai ce côté où en général, ici, les gens, ils demandent à Dieu. Enfin, moi, c'est quelque chose que ma mère m'a transmis, même si elle est très religieuse maintenant. Enfin, moi, je demande à mes grands-parents, mes grands-parents colombiens Ouais. qui sont décédés depuis longtemps. Je leur demande à eux. Enfin, je demande pas à Dieu, je demande à mes grands-parents. Ok. Je dis, ils sont dans le ciel, donc Ouais. chaque fois que ma mère elle m'envoie un message, par exemple, quand je voyais la carte de qualification du Bocuse, voilà, elle me dit toujours que Dieu et tes grands-parents sont avec toi. Donc, voilà. J'ai enlevé la partie Dieu parce que, Ouais. encore une fois, enfin, Tes grands-parents. mais voilà, je laisse la partie de mes grands-parents et je sais que tous les moments importants, comme quand j'ai ouvert le restaurant pour la première fois, enfin, j'ai pensé beaucoup à eux. Quand je vais faire la candidature enfin, le concours du Bocuse pour être le candidat, Je pense à- voilà, j'aurais toujours cette pensée à eux. D'accord. Ouais, c'est plus ça. Ouais. Très bien. Et dernière question. Est-ce qu'il y a un pays qui te touche plus qu'un autre? C'est difficile. C'est dur, hein? C'est une Après, question. tu peux me dire non aussi, hein? T'as le droit de me dire non. Ben non, mais après voilà, encore une fois, enfin, j'aurais toujours, enfin, je pense que tu vois, enfin, il y a des pays qui vont plus te toucher selon la période de ta vie. Ouais. Encore une fois, je pense que des fois, je me dis, j'aurais aimé être plus longtemps en France, mais en même temps, enfin voilà, enfin, le Japon à 23 ans, c'est ce qu'il fallait pour moi. Enfin, il n'y avait pas mieux à ce moment-là. Tu vois, je serais bien resté un an, mais c'était compliqué. Aujourd'hui, tu me dis, vivre au Japon, ouais, non, tu vois, enfin, Ouais. mais j'y serais bien resté un peu plus. L'Australie, tu vois, au final, je m'en rappelle, enfin, quand je suis arrivé en Australie, quand ils m'ont mis le tampon du Du passeport, visa. du visa, je me rappelle que le gars, il m'a dit, tu vois, welcome in Australia, et dans ma tête, tu vois, enfin, je me suis dit, enfin, je vais pas rester longtemps. Je vais pas rester longtemps. Je me suis dit, vraiment, je pensais que j'allais rester. Si je finissais l'année, c'était déjà quelque chose de. Et je suis resté 6 ans. Ah oui, 6 ans quand même. Je suis resté oui, 6 ans, tu vois, parce qu'au final, tu vois, au final, je me suis tatoué le tampon. Ah oui. Quand je suis parti, je me suis tatoué le Extra. tampon qu'il m'avait mis. Parce que voilà, au final, j'ai trouvé que c'était le meilleur moment pour moi d'être en Australie, même si j'étais loin de ma famille, de mes potes d'enfance.
de mes potes tout court. Enfin, mais voilà, pour moi aujourd'hui, l'Australie c'était le meilleur moment et le meilleur endroit, pardon. Enfin, le meilleur moment, le meilleur endroit, le meilleur moment d'être là-bas. Enfin voilà, enfin j'ai pu travailler, apprendre dans des restaurants incroyables, bien gagner ma vie parce que là-bas ils payent très bien, pouvoir voyager dans cette partie du monde qu'au final qui est très loin, mais qui au final à tout ce qui est Asie du Sud-Est, c'est facile d'accès. La Polynésie, enfin c'est des endroits, enfin c'est magique. Que j'aurais pas pu connaître si je serais pas allé habiter là-bas. Et au final, aujourd'hui, je suis en Colombie, donc chaque pays t'apporte quelque chose à un moment différent. Ouais, chaque pays m'apporte quelque chose à un moment différent. Encore une fois, voilà, enfin. Mais voilà, la France c'est chez moi. Enfin, il y a ce côté. Il y a toujours quelqu'un, par exemple, ma mère, quand elle vient en Colombie, elle va dans le sud, elle me dit, voilà, elle se recharge en énergie. Moi, ce sera à Paris. Enfin, tu vois, enfin. Mais Paris, pas parce que je suis parisien, mais moi je me rappellerai toujours quand je suis revenu pendant le Covid. Je suis resté pendant le Covid à Paris, quand c'était un peu plus tranquille. Et je kiffais parce que Paris était vide. Enfin, c'était bizarre. Enfin, c'était très tranquille. C'était très préservé. Et j'avais loué les trottinettes, les trottinettes électriques. Et je me baladais dans tout Paris. et Paris, c'est une ville musée. Enfin, il y a tellement d'histoires. Tu sens moi, je trouve qu'il y a une énergie particulière à Paris. Il y a tellement d'histoires. Enfin, tu vois, chaque quartier a son histoire. Tu vois, à Saint-Michel, il y a un mur, une table. Tu dis machin. Ici, il s'est passé ça. Là, il s'est passé ça. Et je pense que, la France sera toujours l'endroit où je vais forcément bien me sentir. Je vais forcément bien me sentir. Tu te sens chez toi, quoi. Ouais, je pense que, je l'ai senti pendant le Covid. Enfin, c'est vraiment quelque chose de spécial. Je mettais mon casque avec de la musique. Et tu sais, j'étais en trottinette et sur des pistes cyclables à Paris, il n'y avait personne. Et c'était vraiment quelque chose de spécial. Enfin, je sentais que j'avais la ville pour moi et je pense que c'est. Tu vois, Paris, ça restera toujours. C'est là où je suis né. J'aurai toujours une connexion spéciale avec Paris. C'est sympa pour terminer, après tout ce tour du monde qu'on a fait, de terminer à la maison. Ouais, ça va, au final, ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous partager ton parcours, ta vision du monde et ta cuisine par les mots. Alors ici, on a aussi l'odeur. Ça donne très très faim. Mais là, je sens bien que les machines sont prêtes à tourner et qu'ils attendent qu'une chose, c'est qu'on coupe l'enregistrement. Merci beaucoup. Non, merci à toi. Et à bientôt. Ça a été un plaisir et donc à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.